Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire qui porte sur les résistances de varroa aux acaricides, porté et financé par Interrapy, et on accueille aujourd'hui deux intervenants. Donc d'abord Benjamin Poirot du Centre de recherche et de formation d'Apinoble, qui va nous présenter le travail qu'ils ont réalisé sur ces thématiques. Et ce travail, il a été réalisé en partie avec l'aide de l'Adaora et notamment Marie Ventelon, qui est donc référente sur les questions sanitaires et varroa à l'Adaora. Et donc, dans l'ordre, Benjamin va commencer à présenter. On fera un temps de pause de questions entre les deux. Et puis Marie continuera sur la partie plus Auvergne-Rhône-Alpine. Et vous avez un petit module en bas, tout en bas là sur la ligne d'en bas de questions-réponses où vous pouvez poser vos questions et nous derrière on va les traiter et on prendra on les triera et on répondra à celles qui reviennent le plus et de manière à ce que tout le monde ait la réponse. Voilà. Vous n'avez pas de micro, donc vous avez que cet outil pour participer. Je passe la parole à Benjamin. Merci beaucoup Loris et bonjour à tous. Donc on est parti aller pour 30-40 minutes sur la résistance des varroa aux acaricides. Ça c'est essentiellement un travail de Marie et de Gabriel Messija. Ça reprend une bonne partie de sa soutenance de thèse, donc je me permets de remettre son nom, même si c'est pas elle qui intervient parce qu'elle est en congé maternité. Et je me permets aussi de rajouter quelques logos de ceux qui ont participé au financement, donc typiquement l'ANSES avec lesquels on travaille, le CNRS, l'IRBI et bien sûr Interrapy qui a payé pour qui est toute cette vulgarisation. Je vais parler donc du contexte, de l'évaluation des résistances, amitrase et tofluvalinate, de l'influence sur l'efficacité des traitements, et puis je laisserai l'avenir et les méthodes pour éviter les résistances donc à Marie pour la suite. Comme je ne connais pas le niveau de tous ceux qui sont là, je vais recommencer dès le début. Je suis désolé pour ceux qui connaissent tout ça. Les parasites, donc les varrois, sont parasites de l'abeille et sont originaires d'Apis cerana, donc ils viennent d'Asie, avec deux origines. Une première qui est donc du Japon et que vous voyez qui a colonisé le continent américain dans les années 70, et puis également dans les années 60-70, donc l'écotype coréen, qui a fait toute la partie Asie et Europe. Les varrois se nourrissent des corps gras et de l'hémolymphe. Un certain Samuel Ramsey, qui est assez connu et qui a fait des conférences en France, a montré justement qu'il était essentiellement sous la face ventrale de l'abdomen des abeilles, et également on les retrouvait très rarement sur le dos, donc à peu près 1%. Donc quand vous voyez un varroa sur le dos d'une abeille, c'est qu'a priori il y en a beaucoup qui se cachent en dessous. Le varroa a une biologie particulière, il a une phase de dispersion, alors qu'on appelait phorétique parce que c'est le terme qui est encore couramment utilisé, mais où globalement il utilise les abeilles pour aller se promener, mais pas que, justement, vu qu'il se nourrit, ce terme-là est plus vraiment adapté. Et une phase de reproduction qui est dans le couvain, où il va passer la majorité de son temps, où quand la larve va à J+8, donc juste avant l'operculation, la femelle varroa va rentrer dedans, dans l'alvéole, elle va venir se cacher au fond, et une fois que c'est operculé, la femelle varroa va prendre un premier œuf, un mâle, puis d'autres œufs, donc des femelles, et puis va commencer la phase de reproduction. Et au bout de 21 jours, quand l'abeille naît, on a une femelle fondatrice plus une, voire deux autres femelles, en fonction du succès reproducteur qu'il y a eu. Le varroa, ce parasite, est responsable d'une maladie qu'on appelle la varroise. À échelle individuelle, ça va entraîner, c'est bien connu, une diminution des corps gras. La diminution des corps gras, c'est une diminution de la longévité des abeilles, mais également la transmission de nombreux virus, qui va entraîner aussi une mortalité des abeilles, avec un exemple du DWV. À l'échelle de la colonie, pour nous, en tant qu'apiculteurs, ce qu'on va observer, c'est une réduction d'abord de la production de miel, qui a largement été prouvée, notamment par des ADA, et également, au bout d'un certain temps, un effondrement pendant l'hiver, où l'ensemble des abeilles vont mourir au fur et à mesure, et donc ça va tuer les colonies, et c'est ce que les apiculteurs, malheureusement, observent de plus en plus. Pour tuer ces parasites, il existe différents traitements. Il y en a au moins 3 en apiculture biologique, 3 substances actives. Le thymol, avec 3 médicaments, l'apilyvar, le thymovar et l'apiguard, de l'acide oxalique, avec l'apibioxal, l'oxybielvaromède, et enfin l'acide formique, avec le MAQS ou le Formic Pro. Donc ça fait déjà 3 molécules.
Et on en rajoute 3 autres en apiculture conventionnelle, 3 substances actives avec la flumètrine, comme le bévarol et le polyvariélo, le tofluvalinate avec l'apistan et l'amitrase avec l'apitrase et l'apivare. L'apivare et l'apistan sont les 2 molécules les principalement utilisées en France et du côté des bio, mais pas que, on va retrouver aussi beaucoup d'acide oxalique. L'apivare et l'apistan, donc tofluvalinate et amitrase, ont 2 cibles complètement différentes. Donc, c'est des molécules qui ne vont pas agir au même endroit et donc on va pouvoir les utiliser de manière alternée. Marie en parlera après. Par contre, l'apitrase et l'apivare, c'est le même principe actif. Donc, si vous changez de l'un pour l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Aujourd'hui, en France, quand ce travail a débuté il y a 4 ans, et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est l'amitrase, qui est le principe actif le plus utilisé assez largement par tous les apiculteurs en conventionnel. Les acaricides agissent par contact, sauf l'acide formique, mais tous les autres, il va falloir que la molécule qu'on a vue avant, ce principe actif, soit directement en contact avec le varroa. Et les varrois sont la plupart du temps cachés dans le couvain. Ce qui va créer une problématique, c'est qu'il va falloir le laisser suffisamment de temps pour que ça puisse être efficace. On voit sur ce graphique-là que, pour le faire très simplement, en tout début de saison, il y a de plus en plus de couvains. Donc là, typiquement, en ce moment, ça commence à répondre fortement. Les varrois sont cachés dans le couvain, très peu sont sur les abeilles. Et donc, si on traitait au printemps, il ne se passerait pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure de la saison, le nombre de varrois va augmenter, toujours dans le couvain, et puis il va finir par se retrouver sur les abeilles. Et à la fin, il est majoritairement sur les abeilles, et il est complètement sur les abeilles quand il y a une rupture de ponte en fin d'hiver, en fin d'automne plutôt, en début d'hiver. Et encore qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, il y a de moins en moins de ruptures de ponte, et donc de plus en plus de... Le fait que les varrois soient cachés, planqués dans les alvéoles, et donc peu en contact avec les acaricides, fait qu'il va falloir laisser les acaricides, quand il y a du couvain dans la colonie, de manière assez longue, pour pouvoir les exposer au principe actif. Et c'est ce qui va générer, on va le voir, des risques de résistance. La population de varrois, comme n'importe quelle population d'acariens ou tout ce qui est vivant, de manière générale, va être divisée en une partie d'individus qui vont être sensibles aux acaricides qu'on va utiliser, et puis une grande classe intermédiaire et certains qui vont être moins sensibles et un peu plus résistants, mais naturellement, liés aux mutations, au hasard de la vie, ils vont avoir une capacité à se débrouiller pour résister contre un acaricide. Il existe 4 types de résistances aujourd'hui qui sont connues. Les résistances comportementales, on peut imaginer un varroa qui va sentir un principe actif et qui du coup va s'enfuir, va être capable peut-être de réduire sa phase phorétique sur le dos des abeilles pour ne pas être exposé. Une résistance physiologique, ça peut être par exemple une cuticule beaucoup plus épaisse du varroa et qui va résister ou limiter la perméabilité de l'acaricide. Ça peut être par exemple le cas, on propose un sac de l'acide oxalique, même si ça n'a pas été prouvé, il n'y a rien du tout. Une résistance métabolique, qui ça par contre est connue. En gros, le varroa va être capable de produire des enzymes qui vont détoxifier le principe actif, c'est-à-dire je suis en contact avec l'acaricide, mais je suis capable de le dégrader. Et la dernière, c'est la mutation de la cible, où là, on va changer la serrure, et donc la clé, l'acaricide, ne fonctionnera plus, qui est clairement la plus efficace. Donc chez le varroa, aujourd'hui, on en connaît 2. Les résistances métaboliques, les varrois vont surexprimer certaines enzymes qui vont être capables de dégrader l'acaricide, et également une mutation de la cible, plusieurs mutations qui sont connues, où globalement, le principe actif va plus trouver en fait en face sa porte d'entrée, mais donc il ne fonctionnera plus du tout. Dans les années 95, il y a un petit moment quand même maintenant, il y a eu un premier article sur la résistance au thiofluvalinate. Donc là, on s'intéresse au thiofluvalinate, qui était le premier principe actif utilisé. Les chercheurs ont mis en évidence qu'il y avait vraiment une différence entre des populations qui étaient sensibles et résistantes, où globalement, on va retrouver en abscisse une concentration donc en thiofluvalinate. Et si j'ai une population sensible, eh ben, quand je suis aux alentours de 80-90 ppm, je vais tuer 90% de mes varrois. Et certains varrois étaient devenus résistants. Et dans ces cas-là, à la même concentration, globalement, je vais en tuer entre 10 et 15%. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. Les varrois sont devenus plus résistants à l'acaricide. Il faut que j'en mette beaucoup plus pour arriver à les tuer. Cette résistance au thiofluvalinate, on sait qu'elle est d'une part enzymatique. Il y a plusieurs articles scientifiques qui montrent que, par exemple, des estérases, qui sont des enzymes qui vont venir dégrader ce principe actif, sont connus. Il existe aussi des résistances, et surtout moléculaires. On va avoir
des varrois qui vont avoir une mutation de la protéine sur laquelle va venir se mettre le principe actif. Et il existe plusieurs types de mutations. En Europe, on sait que la majoritaire, c'est la L925V. Et il y a des nouveaux résultats là qu'on a publiés récemment. Et ces mutations vont être différentes. Donc ça, c'est un document que vous allez retrouver dans la synthèse qui a été rédigée pour un thérapie sur les résistances des varrois. Et donc là, un article tout récent de 2021 nous montre que, enfin, pour un biologiste, c'est formidable, il y a une convergence évolutive, il existe différentes mutations, mais dont la conséquence, le phénotype, ce sera la résistance des varrois. Et on voit qu'entre l'Europe et les États-Unis, eh ben, finalement, ce n'est pas forcément les mêmes mutations. Elles seront sur la même position, certaines un peu différentes, mais on a des choses qui ne seront pas toujours pareilles. Donc ça veut dire que quand on cherche une mutation, on sait que la majorité des varrois en France, par exemple, ils portent la 925V, mais il pourrait y avoir aussi des varrois qui auraient d'autres types de mutations. On vient de publier il n'y a pas longtemps un article qui montrait que globalement, cette mutation, la 925V, est très largement majoritaire en France pour le tofluvalinate. On voit que des colonies qui n'ont pas été traitées depuis 2 ans avec de l'apistan, on va avoir une grande majorité de varrois qui vont être sensibles. SS, c'est les 2 gènes sensibles. Alors que des colonies qui ont été récemment traitées avec de l'apistan, à moins de 2 ans, on va retrouver rapidement un niveau de résistance assez important. C'est quelque chose qui est classique et qu'on a observé d'ailleurs en lien avec d'autres ADA. Des varrois qui ont été traités depuis longtemps, qui n'ont pas été traités avec l'apistan depuis longtemps, en général sont sensibles. Par contre, ils retrouvent rapidement une résistance. C'est pour ça que c'est important de faire une lutte alternée. Et maintenant, à la mitrase. Donc, on se repose il y a 4 ans avant, où il y avait un peu moins de données. Il y avait des premiers articles déjà qui commençaient à montrer, donc c'était en Europe de l'Est, et après il y en a eu aux États-Unis, que pour la mitrase, c'était pareil. On avait bien des populations sensibles et des populations résistantes. Ça veut dire qu'avec une concentration, la même concentration d'amitrase, certains varrois mouraient très vite et d'autres mettaient beaucoup plus de temps, ou une grande partie de la population en fait, des varrois était beaucoup moins sensible. On sait que de manière générale, chez les acariens, les résistances à la mitrase, elles sont connues, notamment avec des surexpressions d'enzymes. Et puis, on sait qu'il y a aussi des tests moléculaires, donc des mutations qui ont été observées chez d'autres acariens. En 2021, il y a eu un premier article qui a été sorti, donc entre la France, des varrois qu'on avait phénotypés justement avec la Daora, et les États-Unis, où a été mis en évidence 2 premières mutations. D'ailleurs, elles ne sont pas au même endroit, mais c'est sur la même protéine. Et pareil, il y a convergence évolutive. Ces mutations expliquent en partie seulement, mais c'est un bon début, les résistances qu'on peut observer à la mitrase. Alors, comment on a fait? L'idée, c'était de savoir si, oui ou non, et à quel niveau il existe des résistances à la mitrase en France. Je vous rappelle qu'on a commencé ça il y a 4 ans. D'abord, il faut prendre des petites boîtes de pétri. On a pris la méthode de magie là, qui date de 2008, donc en Amérique du Sud, c'est pareil, ils ont fait ce travail-là, évalué des résistances, notamment à la mitrase depuis longtemps, où globalement, on va contaminer des boîtes de pétri avec une certaine concentration de tofluvalinate et d'amitrase pour tester les 2 principes actifs. Ensuite, c'est là où on avait plein de collaborations, notamment avec la Daora, et d'autres d'ailleurs aussi, où on reçoit donc des échantillons de couvain frais, de ruches qui étaient bien infestées évidemment, et nous on va récupérer dans le couvain des varrois, des femelles fondatrices vivantes. On va faire des réplicas, donc on répète ce qu'on fait, et puis on va exposer ces varrois pendant 1 heure à la caricide, à la dose qui va tuer 90% des varrois, la LC 90. Ensuite on les retire, et puis on attend 24 heures de plus, et on va vérifier le nombre de varrois morts et le nombre de varrois vivants, pour avoir ce pourcentage finalement de mortalité ou de survivants. On a cherché à faire ce qui avait été fait dans les années 95, globalement, et puis on a bien observé la même chose, donc pour le tofluvalinate, mais également pour la mitrase. Pour le tofluvalinate, on a retrouvé des valeurs qui étaient à peu près cohérentes avec les années 95. La plus grande difficulté était de trouver des varrois sensibles, des varrois qui n'avaient jamais été traités ou depuis très 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 longtemps à la mitrase et au tofluvalinate, qui puissent servir de référence pour savoir, eux, quelle est la concentration qui tue 90% de ces varrois qui, a priori, sont sensibles. Et puis, on a trouvé, donc, du coup, une concentration d'amitrase qui s'appelle LC90. Ça nous a servi derrière à pouvoir tester, en fait, tout le reste des populations qu'on a trouvées en France.
Ensuite, on a fait des tests de répétabilité et de reproductibilité. La répétabilité, c'est est-ce que quelqu'un d'autre que nous peut faire le test et observer les mêmes résultats, ce qui était le cas. Et des tests de... non, pardon, ça c'est la reproductibilité. Et la répétabilité, c'est si je m'amuse à le faire plusieurs fois dans un même cadre, est-ce que j'observe quelque chose. On sait que sur un même cadre, les varrois sont de familles relativement proches, et donc globalement, ils sont à peu près pareils. Dans une ruche, on n'a pas vu de différence non plus. Par contre, de temps en temps, on voit une différence dans un même rucher. En général, une population de varrois dans un rucher est relativement homogène. Ça veut dire si je prélève sur une ruche, en fait, comme il vadrouille de ruche en ruche, les populations sont génétiquement homogènes, donc les niveaux de résistance sont pareils. Par contre, de temps en temps, on peut avoir des petites différences. Ça, c'est pour répondre à la question, mais combien il faut d'échantillons dans un rucher? Idéalement, 2 ou 3 petits morceaux de couvain, c'est le mieux. Et puis, on a statistiquement, grâce à des modèles, montré qu'il y avait au moins 3 classes de varrois, ceux qui étaient sensibles, donc on va dire au-delà de 75% donc de survivants, on a des varrois qui ont une mortalité plutôt faible. Et donc, dans ces cas, on va les considérer sensibles. Une classe intermédiaire, des varrois qui commencent à être un peu résistants. Donc, on va avoir une mortalité qui va être entre 40 et 75%. Et puis, des fortes résistances avec un taux de mortalité qui va être assez élevé, assez faible, pardon. En fait, la plupart des varrois, on a 60% de résistants et donc 40% de mortalité. Quand on a moins de 40%, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose. Voilà les résultats, cela il date de 2020, donc il y a 2 ans. Je vais vous en montrer des plus récents. On a pu commencer, donc on voit bien la collaboration qu'on a eue avec la DAORA et puis également d'autres apiculteurs et vétérinaires en France, où on a vu que pour l'amitrase, dans un premier cas, donc sur une quarantaine de populations, à chaque fois c'est une population, un point c'est un rucher. Et en général, ça correspond à 3-4 morceaux de couvain. On voit qu'on a des niveaux de résistance qui sont plus ou moins importants. Et surtout quelque chose de très hétérogène. Ça veut dire que à proximité, on peut avoir des varrois qui sont sensibles, intermédiaires et résistants. Et on observe quelque chose d'assez équivalent pour le tofluvalinate. On a même pu aller faire ça dans les départements d'outre-mer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle est la problématique et pourquoi on a de telles différences. Probablement lié à l'historique de traitement, parce que s'ils sont résistants, c'est qu'a priori, ils étaient en contact avec la caricide précédemment. Mais on a eu beaucoup de mal à faire remonter ces données. Ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des résistances, de temps en temps des résistances qui sont fortes, et par contre une grande hétérogénéité sur le territoire. On a essayé de trier ces données aussi en regardant simplement pour ceux qui sont en bio, donc qui a priori n'utilisent pas de traitement conventionnel, tofluvalinate et amitrase, et on les compare avec les apiculteurs qui sont en conventionnel. Donc ceux qui a priori ont déjà exposé les varrois au principe actif. Et sur le tofluvalinate, typiquement, on ne voit pas de différence significative entre les deux groupes, parce qu'on sait que le tofluvalinate est peu utilisé en France. Je n'ai pas de pourcentage, mais il est peu, en lutte alternée sur certaines régions. Et donc, globalement, on observait moins de résistance. Par contre, une fois qu'il est utilisé, on sait que ça peut vite revenir. Pour l'amitrase, on observe par contre sur l'ensemble des valeurs une différence significative. Les apiculteurs qui sont bio ont des varrois qui sont autour de la LC 90, alors qu'en moyenne, tout confondu, on a quelque chose qui est assez dispersé, mais on a des valeurs des varrois en moyenne en France qui sont plutôt modérément résistants. Là, je vous montre les données de 2022. Ça, c'était les données de 2021 que vous allez retrouver donc, dans le petit fascicule. Et ça, c'est les nouvelles qu'on a fait cette année. On a donc élargi à d'autres régions, donc Bourgogne-Franche-Comté, région centre. Il y a un petit peu d'autres points, là, ils ne sont pas encore indiqués. On a observé donc, pour la Mitra spécifiquement, parce que c'était majoritairement les demandes, des varrois qui étaient plutôt modérément, voire fortement résistants. Et en moyenne, on a des choses qui sont de plus en plus résistantes selon nos observations. Alors c'est pareil, attention, on nous envoie uniquement des varrois quand ils suspectent des résistances, qu'on vient confirmer ou pas. Dans certains cas, il y avait des problèmes d'efficacité, mais ce n'est pas du tout lié à des problèmes de résistance. Ce qu'on a observé n'est pas représentatif forcément des populations dans les régions, parce que je ne peux pas y répondre comme ça avec si peu d'éléments. Mais en tout cas, ça va pas dans le bon sens. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que les niveaux de résistance qu'on observait au laboratoire avec ces tests phénotypiques, ça veut dire est-ce qu'on voit qu'ils sont résistants ou pas, sans chercher une mutation ou une surexpression d'enzymes, et les différences d'efficacité qui sont observées depuis quelques années, notamment pour l'Apivar, qui est le principal médicament utilisé. Pour ça, Gabriel a fait une modélisation, dont je vous passe les détails ici.
et qui cherchait à expliquer pourquoi on pouvait éventuellement observer une différence d'efficacité, donc là d'environ 10%, 10-15% là, sur les 10 dernières années, de manière ponctuelle, et ça dépendait des cas et des conditions. Est-ce que ça pouvait être lié avec les observations qu'on avait, nous, de sensibilité ou plutôt d'apparition de résistance? Donc au départ, le modèle, il vise à regarder ce que c'est l'évolution d'une population de varrois dans la ruche au cours du temps. Donc là, on le voit sur 2 années. Et la question, c'est si par exemple, je fais un traitement qui démarre le 8 août, qui dure 10 semaines, avec une population initiale en début d'année de 100 varrois, qu'est-ce que ça donne si j'ai une efficacité de mon médicament d'environ 99%? Et ce qui a été prouvé, enfin, le modèle montre qu'il faut environ 98 à 99% d'efficacité pour ne pas avoir besoin de faire un traitement complémentaire en partant dans ces conditions-là. Alors que si j'ai une efficacité qui est de l'ordre de 95%, qui reste ce qu'on attend pour un médicament conventionnel, on va avoir trop de varroa en fin de saison et on sera obligé dans ces cas-là de faire un traitement complémentaire. Typiquement, c'est les traitements à l'acide oxalique qui sont réalisés aujourd'hui. Empiriquement, c'est un peu ce qui était observé. Au début de l'utilisation de la mitrase, en 6 à 8 semaines, c'était nettoyé, passez-moi l'expression, mais globalement, il n'y avait plus rien et il n'était pas nécessaire de faire un traitement complémentaire. Et puis, depuis 5 ans, 10 ans, ça dépend des endroits, il est nécessaire de faire un traitement complémentaire durant l'hiver parce que le médicament, l'efficacité n'est pas suffisamment importante en cours de saison. Donc, comment on fait pour passer de 99% d'efficacité, qu'on a encore dans certains ruchers, à 95, qui est plutôt généraliste, voire plus bas. Donc là, l'objet, c'était de chercher à faire le lien entre la résistance et le niveau d'efficacité observé sur le terrain. À 99% d'efficacité, c'est que des varrois sensibles. Ce qu'on a montré, c'est que quand on avait 97% d'efficacité, il y avait déjà 20% des varrois qui étaient résistants. Que quand on a 92, on est plutôt à 40% de varrois qui sont résistants. Et quand on est à peu près 80% d'efficacité, c'est 60% de la population de varrois qui sont résistants. Et ces données-là, elles ont été validées sur le terrain, d'ailleurs avec les collaborations qu'on a avec les ADA, où on faisait un test avant, on leur dit, tiens, là, a priori, on est plutôt à un niveau de résistance d'environ 60%, et eux, sur le terrain, ils voient une efficacité d'environ 80%. Ce modèle permet juste d'essayer de comprendre les baisses d'efficacité qu'on a du médicament, comment on peut les expliquer en termes de ratio de varrois résistants. La conclusion de cette partie-là, c'était que, du coup, pour la mitrase, les populations dont les résistances sont très faibles vont avoir une très bonne efficacité, entre 97 et 100%, et il peut y avoir un traitement hivernal recommandé. Majoritairement, aujourd'hui en France, on va avoir plutôt des populations qui est autour de 20 à 60%. Et dans ces cas-là, l'efficacité va plutôt être entre 20 et 97%, entre 80 et 97%. Et dans ces cas-là, le traitement hivernal est obligatoire et c'est ce qu'on observe majoritairement en France. Et puis, de temps en temps, malheureusement, on a des populations où on va avoir beaucoup plus de varrois résistants, ils vont devenir majoritaires. Dans ces cas-là, l'efficacité est en général de moins de 80%. On le voit de manière ponctuelle. Donc, il y a un échec de traitement et là, il est nécessaire de faire un autre type de rattrapage. Mais ça m'arrive à en parler, ce sera l'objet de la suite. J'en ai fini pour cette courte présentation et donc on peut échanger sur des questions qui sont uniquement liées sur l'apparition des résistances et la compréhension des phénomènes de résistance. Pour les traitements, ce sera Marie qui assurera la suite. Ok, je vais reprendre la main du coup. Alors, on n'a pas beaucoup de questions pour le moment, mais on en a une qui est notamment pas de recul d'informations sur les résistances de varroa à la fluméphrine. Parce qu'on a parlé que du Pas en tofu. France, exact. Alors, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites en France. On sait que la fluméphrine et le tofluvalinate sont des molécules qui sont de la même famille. Donc, on sait que de temps en temps, quand ils sont résistants à l'un, ils sont résistants à l'autre. Mais en fait, ça dépend des modèles de résistance. Mais dans d'autres cas, on n'a pas forcément de corrélation entre les deux. Ça, je parle des autres pays. Ça a surtout été étudié en Amérique du Sud. En tout cas, à ma connaissance. Par contre, en France, on n'a pas testé la fluméphrine. Et on n'a pas Ok. testé non plus l'acide oxalique, parce que ça fait partie des questions, je ne l'ai pas repris là d'ailleurs. Sur l'acide oxalique, il n'y a pas de test aujourd'hui qui mettent en évidence une résistance à l'acide oxalique.
Très bien, merci. Il y a une question, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire à l'instant, mais on a une question de Maël qui se pose la question, mais quel est le mode d'action du coup de l'acide oxalique sur le varroa? Et j'imagine c'est peut-être que ça va être le lien en lien avec pourquoi vous l'avez pas testé. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de test conventionnel avec l'acide oxalique. On a commencé à mettre quelque chose en place, c'était avec l'acide formique aussi, avec les collègues allemands qui eux, les utilisent et se posent la question s'il y a des résistances ou pas sur leur territoire. Mais il n'y a pas encore de test formel. Il faudrait qu'on puisse le développer effectivement. Il n'y a pas encore vraiment consensus sur le fonctionnement de l'acide oxalique. On sait que ça tue les varrois, que ça tue pas trop les abeilles. Mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, même s'il y a eu quelques articles là, récemment, mais j'en parlerai pas. Par contre, je profite d'avoir la parole pour dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de résistance aujourd'hui qu'il n'y aura pas de résistance demain. Et si on traite en continu les varrois à l'acide oxalique, il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas finalement par trouver une solution, enfin par hasard, et qu'on génère des populations résistantes. Très intéressant. Il y a plusieurs questions qui nous arrivent. Euh, Con- Connaît-on la vitesse de régression des résistances selon les molécules? La période de réversion, c'est très important, c'est ce qui permet à Marie derrière de donner des périodes de rotation de médicaments. Sur le tofluvalinate, c'est là où on a le plus de recul, alors, parce que ça fait le plus longtemps, mais en même temps, ça a été peu étudié, parce qu'il faut prendre pendant plusieurs années et suivre l'efficacité du médicament, ou plutôt le niveau de résistance. Il avait été montré qu'on avait une période de réversion de l'ordre de 4 à 5 ans. À partir de populations très fortement résistantes, je crois qu'il y avait un taux de mortalité qui était de 30% à peine à la LC 90, il revenait une population sensible en environ 5 ans. Mais si la population est intermédiaire, on peut considérer que c'est peut-être sur 2 ou 3 ans. Et puis sur le sur la mitrase, pardon, pour ce médicament-là, pour le moment, il n'y a pas de connaissance sur cette période de réversion et ce serait important de pouvoir travailler dessus et donc de poursuivre ces travaux-là parce que ça permet de donner des recommandations derrière quand on a à la question j'ai des varrois fortement résistants à la mitrase, combien de temps il faut que j'attende avant d'en trouver des varrois sensibles, j'ai pas la réponse et je pense pas qu'elle existe aujourd'hui. D'accord, merci. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent. C'est pas forcément du coup. Donc on est d'accord. Je reprends. C'est un complément de ce que tu viens de dire. La question c'était la réversion d'apparition de résistance semble plus rapide sur le taux flux. Est-elle aussi rapide pour la mitrase? Voilà. On Mais n'a aucune information là-dessus. ok, Ce que je pourrais dire par contre, et je pense que je ne me trompe pas trop, c'est que plus on attend et plus la population devient fortement résistante, donc la proportion de varrois résistants est importante, plus la durée va être longue. Et je pense que l'enjeu là, c'est que des populations qui commencent à devenir résistantes, il ne faut pas se le cacher, il faut le comprendre et l'intégrer et mettre tout de suite en place des mesures dont Marie va parler, qui permettront de réduire ce risque de résistance et pas attendre qu'ils deviennent fortement résistants. je pense qu'on va prendre une dernière question. Après, les autres questions, elles seront traitées à l'issue. Mais est-ce il y a des résistances connues au thymol, évoquées il y a quelques années sur des forums, et même je crois qu'il y avait une publication. Qu'en est-il aujourd'hui des résistances sur le thymol ou est-ce que vous avez fait des travaux dans ce sens-là ou du tout? On a commencé à essayer de développer une méthode standard, effectivement. J'ai pas à ma connaissance, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de travaux qui ont permis de le montrer sur plusieurs populations ou autres. Il y avait plutôt des travaux sur l'impact du thymol sur la santé des abeilles ou des choses comme ça. Mais ça n'a pas été trop étudié, effectivement, sur le thymol non plus. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur comment réduire l'exposition aux molécules. Peut-être qu'on peut, Ça, c'est pour Marie. Ouais. voilà, on peut continuer sur la présentation de Marie et puis de toute façon, après, Bien selon sûr. les questions, on redistribuera à l'un ou à l'autre à la fin. Marie, je te repasse la main. Très bien. Je vais prendre la suite. J'en profite simplement pour dire que j'ai remarqué tout à l'heure que j'avais un problème de connexion parce que j'ai été coupée d'un coup. Si jamais ça se reproduit et que je disparais subitement, pas de panique, je reviens. Donc ne partez pas en courant. Je vous partage mon écran. Hop, partager. Petite seconde. Voilà. Là, normalement, vous voyez tous mon écran.
Alors, je continue cette conférence en vous parlant des moyens qui permettent de lutter contre les résistances, c'est-à-dire de mettre en place déjà des mesures en amont de l'apparition de résistance pour anticiper ce risque-là. Et puis, une fois qu'elles sont installées, si jamais il y a échec de traitement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions à mettre en œuvre sur ces colonies pour redresser une situation qui peut être délicate? Alors, quelles sont les solutions qui permettent d'anticiper et de gérer les résistances? Alors, Benjamin l'a dit, une résistance, elle arrive plus ou moins rapidement dans une population, mais heureusement, elle peut aussi disparaître dans le temps. C'est cette fameuse période de réversion, c'est-à-dire que si on n'utilise pas une molécule pendant un certain temps sur la population d'acariens, ben, cette population elle va petit à petit perdre le mécanisme qui lui permettait de résister. Donc, en agriculture, il y a plusieurs stratégies qui permettent de lutter contre les résistances. Il y en a une qui est bien connue, c'est l'association de molécules. Ça, c'est pas très employé en apiculture, mais quand même, ça vaut le coup d'en dire un mot. Il est possible d'utiliser deux molécules à la suite l'une de l'autre. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très pratiqué, mais par exemple en apiculture, on pourrait imaginer utiliser du thymol et derrière faire un traitement à l'acide oxalique pour contrer les potentiels varrois qui étaient résistants au thymol et du coup qui étaient résiduels dans les colonies post-traitement. Il y a également en agriculture la possibilité d'appliquer un traitement qui présente deux substances actives et donc qui permet, s'il y a une résistance à une molécule A, ben, qu'il y ait une molécule B qui vienne contrecarrer cette résistance-là et donc tuer toute la population de parasites. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en apiculture. Et pourtant, c'est quand même bien de l'avoir en tête parce que ça nous permet peut-être d'imaginer de nouvelles solutions pour le futur. Par contre, ce qu'on peut facilement mettre en œuvre sur les colonies, c'est déjà l'alternance de molécules. Et ça, que la résistance, elle existe déjà ou qu'elle n'ait jamais été déclarée, c'est très important d'avoir cette stratégie-là en tête. Il suffit simplement d'alterner dans le choix des molécules de traitement d'une année à l'autre. Cette alternance, elle se fait, enfin, je pense, moi, je suis pas une scientifique comme Benjamin, mais j'ai simplement en tête les observations de terrain, les remontées de nos adhérents et de nos adhérentes. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Pour moi, ça dépend complètement du degré de résistance qu'on a déjà observé sur ces ruches. Par exemple, le tofluvalinate, c'est une résistance qui est avérée, qui s'est exprimée fortement sur beaucoup de colonies. Et donc, j'ai remarqué, en ayant suivi certains ruchers qui étaient retournés vers la piston, et donc vers la molécule tofluvalinate, que en une année, si on utilise une année le toflu après ne pas l'avoir utilisé pendant 4 ou 5 ans, ça peut très bien marcher. On peut retrouver des populations de varrois qui sont sensibles au tofluvalinate. Par contre, très rapidement derrière, si on utilise pendant 2 années d'affilée le tofluvalinate, eh bien, cette résistance-là, j'ai l'impression qu'elle revient aussi rapidement dans les populations parce qu'elle a déjà existé. Alors ça, c'est peut-être pas parfaitement exact, mais pourtant, on a remarqué que des ruchers là, qui n'avaient pas utilisé le toflu pendant 2 années, pendant 4 ans d'affilée, ou même plus que ça, qui revenaient au toflu, elle l'utilise une année, ça va marcher à peu près. Si elle l'utilise une deuxième année, et bien là, les niveaux d'efficacité sont pas bons et il a fallu souvent envisager des traitements de rattrapage. Et au contraire, si une molécule, on n'a pas encore observé de résistance chez Varroa, pour autant, c'est quand même très important de mettre en place un mécanisme, enfin une stratégie d'alternance, mais par contre, elle pourra peut-être être moins rapide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir alterner tous les 3 à 4 ans sans qu'il y ait de problème. Voilà, tout dépend de la molécule dont on parle. Et après, une autre stratégie qui est très efficace pour permettre de contrer les résistances, c'est d'avoir une préférence
pour les méthodes de traitement qui sont dites flash, c'est-à-dire qui n'utilisent pas une molécule de façon longue dans les ruches, parce qu'en fait, plus on augmente la période de contact entre varroa et la molécule de traitement, et plus on augmente le risque d'apparition de résistance. Si on traite en flash avec l'acide oxalique, vu que ça reste pas longtemps dans les ruches et que en plus l'acide oxalique, ça se fixe pas dans les cires, eh ben, on a quand même moins de chances qu'il y ait des résistances qui apparaissent, plutôt que si on utilise une molécule longue durée qui va rester 10 ou 12 semaines, entre 8 et 12 semaines dans les colonies. Ça, c'est une première chose. Après, voilà, si malgré le fait que des fois on met en place des stratégies en amont de l'apparition de résistance, s'il y a une résistance dans une population de varroa qui finit par aboutir à un échec de traitement dans les colonies, il faut pouvoir envisager rapidement un traitement de rattrapage pour sauver ces ruches. Mais pour ça, il faut déjà avoir eu la possibilité de voir, de comprendre qu'il y a un échec de traitement. Comment on fait? La première étape, c'est de surveiller l'infestation varroa des colonies grâce à la pratique des comptages de varroa phorétique. Ça, c'est important parce que ça peut permettre, après un traitement, donc en fin d'été ou à l'automne, de s'apercevoir qu'il y a une pression varroa qui est trop importante malgré le traitement qui a eu lieu quelques semaines auparavant, et donc de se dire, bah là, il y a problème, il faut pouvoir réagir. Le seuil qu'il faut retenir, la valeur seuil qu'il faut retenir après les traitements de fin d'été, c'est 2 varroa phorétiques pour 100 abeilles. Alors là, je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on met en place la méthode des comptages de varroa phorétiques. Ce que je vous recommande, si vous n'avez pas cette méthode-là en tête, c'est d'aller sur notre page YouTube, la page YouTube de la Daora. Il y a une vidéo qui explique comment mettre en œuvre la pratique des comptages varroa phorétiques. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a des témoignages d'apiculteurs et d'apicultrices qui expliquent comment est-ce qu'ils se sont appropriés cette méthode-là et comment est-ce qu'ils interprètent les observations qu'ils font grâce au comptage et comment est-ce qu'ils réagissent derrière s'il y a besoin. Voilà, donc je vous encourage à aller la regarder et en tout cas à garder le seuil de 2 varroa phorétiques pour 100 abeilles après les traitements de fin de saison. Si on est au-delà de ce seuil-là, alors pour moi, il faut pouvoir envisager un traitement de rattrapage. Alors, c'est lié à la pratique des comptages, mais il y a aussi les observations qu'on fait sur ces ruches. Parce que bien sûr, une valeur de comptage varroa phorétique, seule, elle n'est pas toujours facilement interprétable. Il faut aussi avoir un œil un peu aguerri pour savoir s'il y a un problème d'infestation varroa sur les ruches à l'automne ou pas. La première chose, c'est de faire un bilan de l'état de santé de son rucher. Alors, en se posant les questions suivantes, est-ce que mes colonies, elles présentent des symptômes de varrose déjà? Je vais vous montrer quelques photos après, mais déjà, il faut pouvoir observer la qualité du couvain, sa quantité, l'allure des abeilles. Voilà, il faut déjà bien observer les symptômes de varrose. Est-ce qu'il y a des varroa phorétiques qui sont visibles sur les abeilles? Benjamin l'a dit tout à l'heure et c'est très important de l'avoir en tête. Si on voit des varroa phorétiques, des varroa accrochés sur les abeilles ou qui marchent sur le couvain, ça c'est vraiment mauvais signe parce qu'en fait, Benjamin l'a dit, les varroa, ils parasitent ils s'installent principalement sur l'abdomen des abeilles. Donc si on le voit sur leur dos, c'est que déjà l'abeille, elle est déjà infestée, quoi, par en dessous. Donc c'est mauvais signe. Est-ce que les comptages varroa phorétiques ils viennent confirmer cette suspicion d'une infestation trop forte? Après, il faut aussi pouvoir juger de la force des colonies. Est-ce que la colonie, même si elle est trop infestée, elle est quand même bien développée? Est-ce qu'il y a une population qui est importante? Parce que derrière, on va se poser la question de est-ce qu'il faut faire une intervention rapide ou non? Est-ce que la colonie, elle est en danger de façon imminente ou est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir un peu et de mettre en place un moyen de lutte qui va être un peu plus long? Et puis surtout, quels sont les moyens dont je dispose en termes de temps, de matériel et en termes de connaissances? Voilà, est-ce qu'il faut que il faut se questionner sur les moyens dont on dispose pour faire ce fameux traitement de rattrapage.
Et une fois qu'on a fait ce bilan, déjà, on va être un peu plus aiguillé pour prendre une décision. Là, je vous ai mis deux photos de symptômes de varose parce que c'est vrai que souvent, quand on dit, ben oui, ça c'est un symptôme de varose typique, on pense aux abeilles des ailés. Moi, souvent, les apiculteurs, les apicultrices me parlent de ce symptôme-là. Oui, c'est vrai. Si on observe des abeilles qui sont déformées ou qui ont les ailes abîmées, ce qui est un symptôme typique de la varose, oui, c'est mauvais signe, mais il faut aussi être attentif à l'allure du couvain. Sur la photo de droite, vous voyez, on voit bien que là, par exemple, il y a un problème. On voit des opercules de couvain qui sont affaissés, qui sont percés, qui sont déchirés, qui sont fendus. Ça, c'est vraiment un mauvais signe. Et puis sur la photo de gauche, on voit qu'il y a un varroa phorétique qui marche sur le couvain. Ça aussi, c'est une alarme, c'est un symptôme qui doit nous alarmer. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces observations et qu'on estime que oui, il faut intervenir sur les colonies parce qu'il y a eu un échec de traitement, on a différentes possibilités d'intervention pour faire un traitement de rattrapage. Il y a la possibilité d'utiliser de l'acide oxalique en flash. Donc, pour ça, il va falloir mettre en place une mesure biotechnique, comme par exemple le retrait de couvain ou l'encagement automnal. Ça, c'est deux méthodes qui permettent de créer une fenêtre hors couvain dans les colonies qui va permettre derrière une action optimale de la préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique pour venir tuer les varrois résiduels qui n'ont pas été touchés par le traitement qu'on avait mis en place en fin d'été. Il y a aussi la possibilité de recourir à l'application d'acide formique. Donc, si on veut utiliser un traitement à base d'acide oxalique pour faire son traitement de rattrapage, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, il y a deux méthodes que je garde en tête pour ça. C'est l'encagement de la reine pendant 21 jours, qui va permettre, du coup, 21 jours plus tard, d'avoir plus de couvain dans ses ruches et donc d'appliquer l'acide oxalique dans de bonnes conditions pour tuer varroa. Parce que voilà, il faut savoir que l'acide oxalique, il ne traverse pas l'opercule de cire, puisque c'est une molécule qui n'est pas liposoluble. Et donc, les varrois qui sont au stade de reproduction dans le couvain, ils ne vont pas pouvoir être atteints par l'acide oxalique. D'où l'importance de mettre en place une mesure biotechnique qui va permettre de libérer tous les varrois au stade phorétique, et donc ils vont pouvoir être touchés par cette molécule. Donc, pour l'encagement, on peut utiliser la cage, des différents modèles de cage. Là, j'en ai mis deux, la cage MENA ou la cage Scalvini, mais il y a aussi des cagettes chinoises et on peut aussi imaginer tout un tas de cages maison, de cages fabrication maison. Le tout, c'est d'enfermer la reine pendant 21 jours pour bloquer sa reproduction. Il y a aussi la possibilité de retirer le couvain. Et souvent, à l'automne, quand il y a peu de couvain dans les colonies, opter pour le griffage de couvain, c'est assez pratique parce que ça permet d'agir rapidement. On peut aussi tout simplement retirer les cadres de couvain et les sortir du circuit de production. Enfin, on peut aussi retirer les cadres tout simplement. Les détruire le couvain par congélation, ça marche aussi très bien. Voilà. Ensuite, diapo suivante. Comment savoir quelle méthode on utilise? Comment s'orienter vers l'encagement ou vers le retrait de couvain? Je vous ai mis le schéma décisionnel ci-dessous et il résume bien la façon dont on peut opter pour une méthode ou pour l'autre. Alors, quand on s'aperçoit qu'il y a un niveau d'infestation trop élevé dans les ruches, deux possibilités. Soit la colonie, elle est encore forte, elle est populeuse, il y a encore pas mal de couvains et donc la colonie, elle est quand même en bonne santé malgré une présence de varroa trop importante. Donc là, on se dit quoi? On se dit simplement que pardon, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug, j'espère que vous m'entendez toujours. Ok, merci Benjamin. Je continue. Donc la colonie est en bonne santé, donc on se dit que oui, il y a trop de varroa, mais on n'a pas une nécessité d'agir, de mettre en place un traitement dans l'instant. On sait qu'on du coup, on va pouvoir opter par exemple pour l'encagement,
parce que l'encagement, le traitement, il va avoir le 21 jours plus tard. Et donc, il faut que la colonie, pendant 21 jours, elle puisse survivre, quoi. Sachant qu'il y a un truc très important, c'est que quand on fait un encagement, ça veut dire que 21 jours plus tard, tous les varrois qui étaient présents dans le couvain, ils vont se retrouver au stade phorétique sur les abeilles. Donc, si la colonie, elle n'est pas assez populeuse, faire un encagement, ça la condamne. Parce que d'un coup, on va se retrouver avec beaucoup de varrois sur pas beaucoup d'abeilles, et ça, c'est néfaste. Donc, voilà pourquoi on utilise l'encagement que quand on a, enfin l'encagement automnal, que quand on a une population assez forte et pas encore trop de symptômes dramatiques de varrose. Par contre, dans le cas inverse, si on a des colonies qui sont déjà presque moribondes, qui sont faibles, où le couvain il est symptomatique, il n'est pas présent en grande quantité, là, il faut agir vraiment rapidement. Et c'est là que je conseille de faire du retrait de couvain. Et le mieux, c'est d'intervenir par griffage. S'il n'y a plus beaucoup de couvain, il suffit simplement de griffer, vite faire disparaître le couvain et appliquer dès le lendemain ou le surlendemain une préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique pour tuer les varrois et agir rapidement sur la pression qu'ils exercent sur les abeilles. Donc ça, c'est 2 photos de cages. Donc à gauche, c'est la cage Scalvini. Alors vous connaissez sans doute ce modèle, il est largement utilisé pour les traitements estivaux, mais voilà, ça peut également être utilisé à l'automne pour un traitement de rattrapage. Ou alors la cage MENA à droite, qui est une cage qui est souvent utilisée pour l'encagement d'hiver, parce que tout simplement, la reine peut se décager toute seule si on fait sauter la barrette verte qui est tout en haut de la cage, là. En fait, voilà, on encage la reine, et puis en fait, quand on revient, s'il fait trop froid et qu'on n'a pas envie de lever les cadres pour dégrapper la colonie, on peut simplement faire sauter la barrette et la reine elle va venir se décager toute seule. On n'est pas obligé de faire une grosse visite de colonie, quoi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on craint de faire de l'encagement en automne ou en fin d'été. Et en fait, ce n'est pas si difficile que ça parce que c'est une période de l'année où il y a moins d'abeilles qu'en saison. Et donc, on trouve plus facilement les reines. Moi, je trouve que c'est plus facile à réaliser à l'automne. Même si, bien sûr, c'est un moment de l'année où on n'a pas trop envie de faire des traitements de rattrapage quand même. Voilà, c'est une solution. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'encagement? Nous, on fait de l'encagement d'hiver aussi, des fois, parce que en hiver, c'est pas toujours facile d'avoir une rupture de ponte. Et donc, l'encagement de la reine, ça peut être pratiqué, on peut le faire à l'automne et puis traiter au mois de novembre. C'est aussi une solution qui permet de faire un traitement hivernal efficace. Et une photo de la destruction de couvain, pour bien illustrer, parce que souvent, quand on pense que quand on fait le griffage du couvain, il suffit simplement de désoperculer, pas du tout. Il faut pouvoir vraiment griffer profondément le couvain et détruire ce qu'il y a dessous. Ce n'est pas du tout agréable à faire. Mais en fait, si on se contente de désoperculer, les abeilles, elles vont juste venir refermer l'opercule et notre action n'aura servi à rien. Donc là, l'important, c'est vraiment de venir avec un lève-cadre ou une griffe, bien gratter jusqu'à la feuille gaufrée pour que derrière, les abeilles, elles nettoient. Donc voilà, quand on fait ça, on laisse souvent entre 24 et 48 heures de temps à la colonie pour venir nettoyer les résidus du griffage et que derrière, on puisse venir appliquer l'acide oxalique dans les bonnes conditions pour que vraiment ça touche bien le varroa. Voilà, ça c'était les méthodes pour utiliser l'acide oxalique. Et après, je connais aussi des apis qui ont fait des traitements de rattrapage à l'acide formique en fin d'été ou à l'automne. Ça marche bien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'AMM sur la plupart des méthodes qui sont pratiquées en fin de saison. Ça, c'est vraiment à but. Enfin voilà, moi je recommande pas ces pratiques. Je ne recommande pas ces pratiques-là. C'est juste à titre d'information. Il y a des méthodes qui existent. Vous pourrez vous documenter si votre curiosité vous y pousse par vous-même. Il y a la méthode Chapelot qui existe et qui est largement utilisée au Canada. Il y a également des méthodes en Suisse et en Italie qui permettent de diffuser l'acide formique pour faire des traitements de rattrapage ou pour traiter varroa en fin d'été. Voilà, je vous laisse regarder par vous-même.
Par contre, en France, il y a un médicament homologué qui s'appelle le Formic Pro et qui permet de traiter varroa en fin de saison ou de faire un traitement de rattrapage si besoin. Ce qu'il faut savoir avec l'acide formique, c'est que cette molécule, elle agit à travers l'opercule de cire et donc on n'a pas besoin de mettre en œuvre une méthode biotechnique pour que ce traitement-là soit efficace. Par contre, il y a quelque chose de très important à garder à l'esprit, c'est que quand on fait un traitement à base d'acide formique, il y a un risque accru de perte de reine. C'est-à-dire que souvent, ça peut être délétère pour la reine et on observe parfois des casses de reine à l'issue de ces traitements-là. Un autre point très important à garder à l'esprit, c'est que pour que l'acide formique soit efficace, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Il faut que la colonie, elle soit suffisamment populeuse, parce que si la colonie n'est pas assez populeuse, la diffusion du produit ne va pas se faire assez bien dans la ruche et donc on ne va pas avoir une bonne efficacité. Et par ailleurs, il faut qu'il y ait les températures qui permettent d'assurer une bonne diffusion du produit. Je n'ai pas exactement en tête, mais pareil, si vous vous intéressez à l'utilisation du Formic Pro, tout est expliqué dans les résumés de caractéristiques du produit. Il me semble que c'est entre 20 et 30 degrés, ou entre 25 et 30 degrés. Il faut qu'il y ait une température suffisante pour assurer une bonne évaporation du produit. Et pareil, si on dépasse 30 degrés, attention, parce que ça peut faire une diffusion très rapide dans la ruche qui va potentiellement engendrer une perte de reine et parfois même, dans des cas extrêmes, une désertion de la colonie. Mais bon, voilà, il faut juste avoir en tête qu'on doit l'utiliser dans des conditions bien précises. Donc, quand on a fait un traitement de rattrapage, derrière, on veut quand même s'assurer que tout va bien et que la pression varroa est revenue à la normale. Et donc, souvent, derrière, on peut avoir envie de continuer à surveiller l'infestation varroa en hiver. Et alors ça, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on n'effectue pas des comptages de varroa phorétique, mais on fait plutôt des comptages de chute naturelle sur l'ange graissé. Donc ça, c'est une méthode qui est très simple à mettre en œuvre. On insère simplement un lange qui est un lange, en fait, quand je dis lange, c'est tout simplement une plaque blanche, hein, parce que la couleur blanche, elle est pratique, parce qu'on voit le varroa se détache bien sur cette couleur-là, et donc on peut bien les compter, bien les observer. Donc c'est une plaque qui est insérée sous les cadres de la colonie et qui est préalablement graissée. Nous, en hiver, on utilise par exemple de l'huile de colza. Ça, c'est assez pratique parce que ça va permettre au varroa, s'il tombe après, de rester collé sur la plaque. Et donc, on pourra ensuite bien venir compter. Et donc, en hiver, quand on pose ces langes-là, il faut garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait maximum un varroa qui tombe par 24 heures. Au-delà, c'est une valeur trop importante et il faut faire un traitement hivernal rapide. Et dans tous les cas, moi, je conseille de faire un traitement hivernal sur les colonies. Mais si après le traitement hivernal, on continue à observer plus de 1 varroa qui tombe en 24 heures, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut pouvoir réintervenir sur les colonies ou alors, si on ne peut pas le faire en hiver, se dire qu'au printemps, il va falloir bien surveiller ces ruches et venir faire des traitements rapidement. Voilà, donc ça, c'était pour les comptages en hiver. Et alors, qu'est-ce qu'il faut bien garder en tête? C'est que résistance ou pas, si on observe un échec de traitement sur ces ruches, la seule manière de pouvoir de pouvoir savoir qu'il y a un échec de traitement, c'est de faire des comptages varroaphorétiques. Au mieux, ça va nous rassurer, parce qu'on va voir que l'infestation varroa n'est pas trop importante et que le traitement a bien fonctionné. Ou bien, compter, c'est se donner la possibilité d'intervenir rapidement et de redresser une situation difficile s'il y a eu un échec de traitement. Tout simplement. Donc, les comptages, c'est vraiment une pratique à intégrer à la gestion de ces colonies en fin de saison. Et après, plusieurs possibilités derrière, mais dans tous les cas, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, de savoir s'il y a une intervention rapide qui est nécessaire ou si on peut se laisser un petit peu le temps de mettre en place un encagement automnal et donc d'agir plus tard. Voilà. Mais en amont, déjà, se poser les bonnes questions et dans tous les cas, ne jamais hésiter à appeler
son ADA régional, des collègues apiculteurs, apicultrices qui sont plus expérimentés, ou alors les GDS départementaux. Voilà. Ne pas hésiter à s'entourer, à poser des questions dans tous les cas, même s'il y a un échec de traitement, ça va vous faire progresser dans votre pratique apicole par la suite. Donc voilà, bien s'entourer et se poser les bonnes questions. Voilà, moi j'ai fini pour la partie terrain et je pense qu'on peut se laisser le temps de répondre à vos questions avec Benjamin. Je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, hop, on se voit mieux. Merci Marie pour tous ces éléments, c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup de questions et certaines qui ont été répondues en direct pour la plupart, mais on en a trié quelques-unes. Peut-être qu'elles ont été aussi répondues à l'écrit parce qu'on n'arrive pas toujours à tout relayer, mais je m'excuse d'avance. Qu'en est-il du coup de cette fameuse abeille VSH? Je pense que c'est une question plutôt pour Benjamin, parce que forcément, quand on parle résistance, vient tout de suite la question de la VSH. La question piège. Les éléments scientifiques à ma connaissance, et qui est limité à ce que je sais, oui, les abeilles VSH existent, il y a plein d'articles dessus. La vraie question, c'est est-ce que ce caractère est suffisamment héritable pour qu'on puisse l'avoir dans des populations où les multiplicateurs pourraient les fournir. Et ça, c'est beaucoup plus limité aujourd'hui. Hors VSH, parce que souvent, je pense qu'il y a de l'abus de langage. On entend par VSH des abeilles qui seraient moins sensibles ou résistantes aux varrois, pour être clair. Ça, par contre, oui, il y a des choses intéressantes. On sait notamment que les Allemands, sur les Carnica, ont publié un article dessus. Ils ont montré qu'ils avaient une augmentation significative du progrès génétique de résistance de leurs abeilles aux varrois, donc c'est possible, sur des grosses populations, je veux dire, ce n'est pas des cas cliniques, donc il n'y a pas de raison sur nos populations, que ce soit d'abeilles noires ou buckfast ou ce que vous voulez, en faisant de la sélection, on ne puisse pas aboutir à moyen terme à des abeilles moins sensibles, peut-être en partie résistantes, mais ça demandera un gros travail de sélection. Sur la partie recherche, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dessus. Okay. Merci. Il y avait juste une petite question, j'imagine que tu as peut-être répondu, mais j'ai pas vu, on n'a pas pu checker encore. Mais c'est quoi la différence entre toxicité aiguë et chronique? Tout à l'heure, je pense que c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Ouais. Non, je crois que la question c'était est-ce qu'on aurait des différences de résistance en toxicité aiguë ou chronique? Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je vois pas du tout d'article scientifique ayant traité de ça. J'imagine que oui, mais surtout ça recoupe ce qu'a dit Marie. Il faut garder en tête que l'objectif est de réduire le plus possible la durée d'exposition des varroes acaricides, parce que plus c'est court, moins ils ont le temps de développer des résistances. Et en même temps, le problème, c'est qu'il faut que les varrois soient en contact avec, et quand on est en présence de couvain, ça nécessite une exposition. Je reviendrai sur ce qu'a dit Marie tout à l'heure sur la bithérapie en successif. Ça marche. Il y a plusieurs articles, on a pu le tester aussi. Par exemple, au lieu de faire 10 semaines d'amitrase, on peut tout à fait faire que 6 semaines. De toute façon, ceux qui devaient mourir sont morts, vous embêtez pas. Et compléter avec 4 semaines de thymol ou 4 semaines de thymol, c'est plus simple parce que ça dure environ 4 semaines. On commençait par le thymol d'ailleurs. Et ces bithérapies-là permettent de réduire le temps d'exposition à chaque acaricide et d'obtenir une durée de traitement à peu près équivalente et donc de protection. Et l'efficacité moyenne sera plus importante. Après, ce n'est pas des articles, mais empiriquement, je ne sais pas moi, un amitrase qui marche à 85%, c'est-à-dire c'est franchement pas la fête, et en faisant 6 semaines plus 4, on est bien à 10 de thymol, on peut monter à 95, donc avoir quelque chose qui est beaucoup plus adapté et attendre l'acide oxalique de fin d'hiver, ce qu'on n'aurait pas pu faire à 85% parce qu'il reste des milliers de varrois dans la colonie. Ça, c'est super intéressant. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas encore trop pratiqué. Non. En tout cas, moi, je ne connais pas d'exploitation qui le met en œuvre. Mais en fait, il faudrait que ça se démocratise. Oui. Ouais. Je pense surtout pour les exploitations qui ne peuvent pas faire qui ont la capacité de faire du biotechnique, la bithérapie, ça a son rôle. C'était l'idée. Alors, il faut être vigilant après, c'est pareil. En plus, je pense il y a des collègues vétérinaires, j'allais dire, dans la salle. Attention, il ne s'agit pas de mettre les molécules en même temps parce qu'il n'y a pas de produit homologué en bithérapie conjointe et surtout, il n'y a pas d'études qui permettent de savoir s'il n'y a pas des risques d'interaction médicamenteuse. Et du peu qu'on a étudié et qu'il va falloir qu'on publie, ce n'est pas impossible qu'il y en ait. On a vu des augmentations de résistance, typiquement
en mettant en contact des varrois avec du thymol avant, où ils vont commencer probablement à vouloir se détoxifier et on voit qu'ils deviennent beaucoup plus résistants à des principes conventionnels. Donc en successif, aucun problème, ça marche, il n'y a pas d'embrouille, mais n'allez pas mélanger les principes actifs, ce serait peut-être contre-productif, ou en tout cas pour le moment, on n'a pas d'éléments qui permettent de le faire. Alors, en quoi la durée, je vois que c'est une question qui n'a pas été répondue à l'écrit, donc en quoi la durée d'un traitement impactait les résultats? C'est pour ça on a vu. S'il reste 1% de varroa pas tués par un médicament, pourquoi ils ne se reproduisent pas et ensuite on a une population résistante? C'est exactement ce qui se passe. Enfin, je sais pas, C'est exactement ce qui se passe. c'est C'est exactement le ce qui se graphe qu'on passe. voyait avec les petits résistants. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est eux qui vont se reproduire l'année d'après. Et donc, en fait, la part dans la population de ces varrois présentant des améliorations génétiques leur permettant de résister vont prendre de plus en plus d'importance. Il y a pas mal de questions là-dessus, mais comment ça se fait? Il y avait une question notamment, elle est intéressante sur mais si je traite à l'acide oxalique à Noël, alors finalement, j'ai une bithérapie et je fais déjà de la lutte alternée. Ça, c'est une grosse question qu'on avait débattue avec Gabriel. Empiriquement, pas vraiment, en fait. Parce que l'idée, c'est que je traite avec de la mitrase ou du toflu. Il me reste, je sais pas, moi, 500 varrois, donc beaucoup trop, dont, a priori, un bon 60-70% sont résistants. Sinon, on aurait beaucoup moins de varrois. L'acide oxalique va permettre de réduire ces 500 varrois à peut-être 50, mais le ratio de résistants et sensibles ne sera pas différent. Et donc, on va retrouver, en printemps d'après, ce même ratio de population dans la population de varrois résistants. Donc, c'est, j'allais dire curieusement, pas considéré comme de la lutte alternée, le traitement de rattrapage hivernal. La lutte alternée, c'est vraiment d'une année sur l'autre de changer de principe actif. Oui. Et si vous avez peur, ça ne marche pas, et je pense au tofluvalinate, parce que tout le monde, on va dire les mots, hein, flip. J'ai bien compris qu'à la mitrase, de temps en temps, c'est pas généralisé, c'est pas partout en France, mais si vous avez des problèmes d'efficacité, ou si d'ailleurs on a pu montrer que ça marchait plus, parce qu'il y a des résistances, et si vous n'avez pas utilisé depuis très longtemps le tofluvalinate, on peut d'ailleurs vérifier s'il sera efficace ou pas par un test préalable. Dans ces cas-là, vous pouvez simplement mettre du tofluvalinate typiquement pendant 6-8 semaines, compléter avec un traitement à l'acide oxalique ou un traitement au thymol en préalable, et vous aurez des efficacités. Normalement, il n'y a pas de raison. Par contre, Marie l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas traiter 2 fois de suite, 2 années de suite au tofluvalinate. Ça, c'est une connerie. On l'a vu aussi. Ce qu'il faut bien se dire, en fait, c'est que le tofluvalinate est quand même si nous, on n'en met pas dans nos ruches, même, voilà, si on est en pratique, je sais pas, quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas utilisé le toflu, malgré tout, c'est quand même une molécule qui est encore très présente dans l'environnement. C'est une molécule qui est largement utilisée en agriculture, hein. Nous, là, on est dans une zone d'arboriculture. Ben, en fait, les colonies, elles y sont exposées via leur vie de butinage. Et en fait, c'est des molécules qu'on retrouve encore dans les cires, même si, je sais pas, l'apiculteur ou l'apicultrice est en apiculture biologique depuis longtemps, quoi. Donc, en Ouais. fait, les varrois sont toujours en contact d'une certaine manière avec ces molécules, même si c'est en faible quantité. Et du coup, ça maintient quand même. Enfin, voilà, je suis pas une grande. Enfin, je sais pas les termes scientifiques. Je peux compléter si tu veux, parce que c'est parfait. J'ai mis dans le chat là un article scientifique de 2021 qui montre qu'il y a des résidus de tofluvalinate dans le miel et dans les cires et qui sont liés à une utilisation, pas par l'apiculteur, mais dans l'environnement et qui entraînent des résistances. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. On a des résistances au tofluvalinate en France liées à un usage environnemental, une présence dans l'environnement et dans les cires notamment. Et nous, on l'a vu d'ailleurs sur donc des apiculteurs ou des vétérinaires qui nous envoient. Est-ce qu'il y a résistance à la mitrase? Oui. Mais est-ce qu'il y a résistance au tofu? Est-ce qu'on peut changer? Bah oui. Et l'apiculteur me dit, mais moi, je n'en ai pas mis depuis 10 ans. Comment c'est possible? Alors, soit ils sont effectivement résistants liés à cette présence dans les cires et dans l'environnement, soit c'est parce qu'ils les ont échangés aussi entre éleveurs. Mais ça peut arriver. Et c'est une des problématiques de résistance du tofu, c'est qu'il est aussi présent dans l'environnement. Et donc, c'est très dépendant des zones. Typiquement, tu dis, en zone arboricole, il y a encore du clartan d'utiliser et on va trouver ce type de résistance. Ce ne sera pas forcément le cas dans d'autres régions où ils ne seront pas en contact avec eux. Ok, merci. Il y a pas mal de questions autour de l'acide oxalique qui nous arrivent. Bon, déjà, une question peut-être pour vous deux. Qu'en est-il de ces lanières d'acide oxalique? Et j'imagine avec qu'on entend un peu partout. Et du coup, les questions sous-jacentes, c'est la résistance. Voilà. Et je vais continuer un petit peu. Il y a aussi, Samuel Ramsey avait parlé de résistance à l'acide oxalique en sublimation. Est-ce qu'il faut mieux privilégier des dégoûtements, des sublimations? Quels sont les éléments qu'on a sur ça?
Je sais Ben, pas. déjà, peut-être rappeler que nous, il n'y a pas d'AMM, enfin, en tout cas, il n'y a pas de médicament homologué en France pour le lanière d'acide oxalique, hein. Donc, après, on peut ne pas se cacher qu'il y a des exploitations qui en font des maisons, quoi, qui font des fabrications maison de lanière d'acide oxalique. Alors, moi, sur ce point bien précis, je tiens à préciser qu'à la Daora, nous avons dans le passé suivi des exploitations qui utilisaient cette méthode-là et avec des efficacités très variables. Très variables. Voilà. Euh, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Des bonnes efficacités et puis parfois des très mauvaises. Donc, voilà. Prendre cette méthode avec recul. Après, il y a d'autres exploitations qui achètent des lanières à l'étranger et qui ont eu des bonnes efficacités. Mais voilà, moi, c'est interdit, quoi. Au-delà d'être interdit, c'est surtout l'efficacité, elle est moyenne et elle est très variable, comme tu as dit. Je sais que beaucoup attendent l'homologation, qui j'espère devra arriver prochainement avec des lanières homologuées en France, mais ce n'est pas le médicament miracle que les apiculteurs attendent. Ça permet de traiter avec du couvain, donc ça c'est vrai. Et surtout, j'aimerais faire passer le message, et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous, en mettre toute l'année n'est pas une solution. Je sais que certains en mettent déjà pendant 6 mois par an. Si vous mettez de l'acide oxalique en contact avec les varrois 6 mois par an tous les ans, les résistances vont arriver, c'est QFD. Donc ce Et serait bien de l'utiliser avec terrible. parcimonie. En vrai, ce serait terrible. Là, moi, je lance un appel. En fait, l'acide oxalique, quand même, c'est un peu pour moi, hein, une des molécules les plus fiables qu'on ait. Et oui, c'est vrai qu'il faut utiliser des mesures biotechniques pour qu'elles soient efficaces, etc. Et il y a beaucoup de. Voilà, c'est pas non plus. Elle ne nous sauvera pas. Mais en fait, juste l'acide oxalique, c'est une solution précieuse pour l'apiculture, pour lutter contre varroa et encourager des pratiques qui favorisent l'apparition de résistance, pour moi, c'est un peu dangereux. Et en tout cas, je pense que ça doit être fait de façon très réfléchie et précautionneuse. Ouais. Bah, de suivre en fait les guides techniques et les recommandations, enfin Mm. la méthode d'utilisation, le mode d'emploi du médicament tout simplement, et de ne pas en mettre en continu, même quand les lanières vont arriver, et j'espère prochainement. Je sais qu'il y a au moins 2 types de lanières d'acide oxalique qui devraient être, j'espère, homologuées prochainement. Il faudra les utiliser comme c'est marqué sur l'emballage et pas les laisser tout le temps ou en remettre en continu. Je profite, il y a une question de François Rabas que je connais aussi bien. On ne parle pas du tout du test de Pétis. Le test de Pétis, c'est celui où on prend des abeilles de la ruche et qu'on met directement une lanière pendant un certain temps, et on compte le nombre de varrois vivants et le nombre de varrois morts, qui est un test pour phénotyper les résistances rapidement ruchées. On ne l'a pas utilisé, nous, parce qu'il n'était pas suffisamment sensible. En gros, c'était soit résistant, soit mort, mais on n'avait pas cet intermédiaire qui nous permet de savoir quel est réellement le niveau de résistance, si on a quelque chose d'intermédiaire ou pas. Il n'était pas suffisamment discriminant, en fait, à nos yeux. J'ai Julien Perrin qui demande quelles sont les molécules à l'étude en France et dans le monde. Bah, ça, c'est le laboratoire pharma qui en essaye plein. J'imagine qu'ils testent toutes les pharmacopées en ce moment, mais je n'ai pas plus d'éléments que ça. Et de toute façon, s'il y en avait, ce serait un peu privé, j'imagine, dans un premier temps. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de médicaments miracles qui vont arriver, si c'est la question. Oui, il y avait aussi une question, mais tu y as répondu hein, sur où on en est de la demande d'AMM sur la Lune Cap notamment et probablement d'autres demandes. C'est un peu en cours de mémoire. Je crois que ça patine un peu. C'est en cours. Il y a des demandes, il y a une demande en cours d'autorisation temporaire d'utilisation pour un des médicaments, et pour les autres, je ne suis pas au courant. Mais de toute façon, après, il y a la confidentialité avec les laboratoires qui les demandent. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments. Excusez-moi, je vais prendre pour être structuré. Tac, 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 tac. Je vais prendre quelques secondes. Ouais, il y avait une question tout à l'heure sur la rémanence de tofluvalinate dans les cires qui peut être très forte. Est-ce qu'elle explique du coup ce développement des résistances à cette molécule? Peut-être en partie. C'était une question qu'on avait. C'est compliqué à prouver. Mais ce premier article-là que j'ai mis comment s'appelle, dans le chat, tendra à le montrer, effectivement. Ouais. Bah, après, il y a une problématique d'importation, enfin pas d'importation, on ne fait pas beaucoup de miel, donc on ne produit pas assez de cire, donc on importe de la cire, une partie de cette cire est assez chargée en taux-flux dans certains cas, et donc nécessairement on relargue en permanence du tofluvalinate dans la ruche, et facilite fortement l'apparition de résistance au tofluvalinate, ce qui ne nous aide pas.
Tu disais tout à l'heure que l'alternance, c'était, enfin, entre guillemets, si on fait un traitement estival type Toflu ou Apivar, et puis qu'on fait un dégoûtement hivernal, ce n'est pas, entre guillemets, au premier sens du terme, une alternance, mais l'alternance, Exact. c'est bien d'année en année. Mais, Exact. mais finalement, pourquoi? Parce que finalement, le traitement à l'acide oxalique, bah, il va probablement tuer des varrois résistants Ouais, mais à, à la le ratio de résistants ne va pas changer. Si tu avais 50% de résistants, 50% de sensibles, de toute façon, si ça n'a pas marché, c'est probablement que ça peut-être un peu l'idée, et que tu en avais 500, et ben, tu en auras 100, mais tu auras toujours 50 sensibles et 50 résistants. Et comme on ne change pas le ratio de résistants, printemps d'après, on va retrouver ce même ratio qui va se développer, donc probablement une résistance à peu près équivalente ou qui va comment ça s'appelle grandir d'année en année parce que le ratio des résistants sur les sensibles tend à aller du côté des résistants. Il y a la pression de sélection par un usage répété du même principe actif. Oui. Il y avait une question sur des résultats sur la lutte enfin, les luttes avec des huiles essentielles, notamment la Golterie. Peut-être que Marie, tu peux y répondre. Eh ben, alors moi, j'ai jamais, moi souvent quand je parle, c'est que j'ai vu ce que ça avait donné, hein. Donc là, moi, j'ai jamais utilisé de la Golterie dans mes ruches. Je pense que si c'était si efficace que ça, probablement que qu'on serait bien informé, qu'il y aurait des études un peu solides sur la question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, à l'arrivée de Varroa, des initiatives apicoles qui ont cherché à utiliser, à trouver toutes les molécules, et y compris toutes les molécules naturelles, entre guillemets, de la phytothérapie, quoi. Elles ont été testées, quoi. Et en fait, moi, je pense que si la Golterie, c'était si efficace que ça, probablement qu'on serait un peu au courant, quoi. Enfin, après, Je pense. j'ai pas d'études en tête là-dessus, moi. Il y en a pas en fait. Il y a pas d'études et on va se limiter aujourd'hui à communiquer avec des informations dont on est sûr. Par contre, pour répondre un petit peu à Henri et plus largement au que font les laboratoires pour chercher de nouvelles solutions? Bah, en fait, ils cherchent beaucoup. Et la plupart du temps, ces huiles essentielles, je me souviens avoir été en contact avec des labos, même dans le sud-est asiatique et ailleurs, elles sont de temps en temps efficaces, mais bien moins que les traitements conventionnels qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, en fait, elles ne sont pas intéressantes parce qu'elles ne seront pas suffisamment efficaces. Donc, quand on les compare avec les médicaments actuels, ça marche beaucoup moins bien. Typiquement, on ne garde pas 24 heures pour statuer les barrois, mais à 2 jours. Enfin, sur les durées d'exposition, c'est pas adapté. Je passe du coq à l'âne, mais c'est une question plus pour Marie, parce que tu as fait un peu un état des lieux des pratiques de lutte hein, tout à l'heure, et il y a quelqu'un qui m'a demandé quid du piégeage de couvain mâle. Voilà, Tout à fait. il y a 2 questions sur ça, donc je te laisse y répondre. C'est une solution qui permet en saison, facilement baisser la pression varroa dans les colonies, quoi. En fait, on sait que varroa, il se multiplie de façon plus importante dans le couvain mâle. Et donc, en fait, ça peut représenter une solution pour piéger varroa et pour venir, du coup, exporter régulièrement du varroa de sa ruche et donc de maintenir une pression plus basse dans la colonie. Ça, c'est une méthode qui marche assez bien. En revanche, elle demande d'être assez assidue sur les périodes où on va venir retirer le couvain mâle. En fait, ça se fait assez facilement. Déjà, je peux expliquer comment ça se pratique. Les apis qui le font, souvent, ils insèrent des cadres de os dans le couvain. Et en fait, sur la partie basse, la bâtisse, entre guillemets, libre, puisqu'on n'a pas mis de feuilles gaufrées qui induisent la création de cellules ouvrières. Souvent, ça en bas, c'est du mâle qui se bâtit. Et après, on n'a plus qu'à passer sur ces colonies et venir découper la partie basse du cadre avec toute la cire et le couvain mâle. Ça demande d'être assez assidu parce que si on pratique cette méthode-là et qu'on ne vient pas retirer le couvain mâle, ça a un effet inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on va encourager l'élevage de mâles dans les colonies et puis derrière, bon, on n'a pas le temps parce que on est en pleine saison, etc. Et en fait, on vient pas exporter le couvain mâle à temps. Ça, souvent, c'est quand même quelque chose qui s'observe souvent. Mais par contre, c'est efficace, oui.
ça permet d'avoir une bonne action sans utiliser de produits, dans sa colonie pour lutter contre varroa en saison. Donc oui, tout à fait. Ok. Il y a des questions sur les autres molécules. Alors, on a une question notamment sur est-ce que des acides NXP ont été faits avec de l'acide acétique? Voilà. Je pense que Julien Vallon, qui est présent ici, il serait mieux à même d'y répondre. Mais qu'en est-il des tests de chlorure de lithium dont on a beaucoup entendu parler de cette année? Voilà, c'est Alors, un peu une question package des autres molécules non disponibles sur le marché, quoi. l'acide acétique, il me semble que moi j'ai déjà vu passer un papier là-dessus. Il me semble que les Suisses, je me demande si c'est pas le centre agroscope qui l'avait testé, mais peut-être pas, qui avait testé l'acide acétique et sans aboutir à des conclusions qui nous laissaient croire à un effet encourageant de cette molécule-là sur varroa. Donc ça a été rapidement abandonné. En gros, ça s'est fait un peu à la même période où on commençait à utiliser l'acide oxalique. Et en fait, il y a des molécules qui ont un peu été mises de côté, comme par exemple l'acide acétique, l'acide lactique, parce que ça avait des efficacités bien moindres sur varroa et on s'est plutôt concentré sur comment appliquer efficacement de l'acide oxalique. Donc ça a été mis de côté. Et après, pour ce qui concerne le chlorure de lithium, ben oui, ça a été testé en laboratoire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été testé dans des conditions, entre guillemets, in vitro, quoi. Ça n'a pas été testé dans les colonies. Enfin, pour l'instant, donc l'efficacité du chlorure de lithium, elle a un effet le chlorure de lithium a un effet acaricide avéré sur varroa. Au laboratoire, ça a été mis en évidence. Benjamin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais par contre, on ne sait pas encore si ça marche bien dans les conditions de la ruche. Et puis surtout, on ne sait pas si ça va avoir des effets sublétaux sur les abeilles. Justement, il y a des articles qui viennent de sortir qui montraient que c'était assez toxique pour les abeilles et Voilà. donc il y a une marche arrière là-dessus. Et puis le dernier point, surtout la bioaccumulation du lithium en fait. Oui. C'est un atome qui il va se bioaccumuler obligatoirement. Il ne sera pas dégradé parce qu'on ne peut pas le métaboliser. Donc il y avait plein de questions en suspens, mais je crois qu'on en a au moins 2 articles qui mettaient en garde sur l'effet toxique sur les abeilles. Accumulé dans la cire, tu veux dire? Dans la cire ou dans les autres matrices, on ne sait pas où il va en fait après. Ok. Il y Merci. avait une question de Clémence, je vais reprendre par contre, qui dit vous parlez d'échec de traitement, manque d'efficacité, mais le nombre de varroa résiduels ne dépend-il pas de l'efficacité du traitement et du taux d'infestation de la colonie avant le début du traitement? Si, parfaitement. Plus le nombre de varroa initial est important, plus mathématiquement il sera important à la fin. Et effectivement, moins c'est efficace, plus il y a un nombre de varroa. Mais la thèse n'est question, pas, publique de Gabriel, mais ce qui est très intéressant, ce qu'on a pu montrer avec le modèle, c'est que les fortes charges de varroa en fin de traitement peuvent être expliquées justement par une absence d'efficacité parce que les varrois continuent à s'accoupler. Et donc, on peut avoir une petite charge au début, mais comme ils continuent à se reproduire, à la fin, on a 4, 5 000, 6 000 varrois. Et on peut se dire, mais c'est parce qu'il y en avait trop au début. Non, non, c'est juste un manque d'efficacité et que les varrois continuent à se reproduire. Et comme c'est exponentiel, à la fin, ça fait une très grande quantité. Et globalement, on arrive à finir par tuer tout le monde quand on a une rupture de ponte et que les varrois sont exposés aux médicaments. C'est pour ça qu'il y a un rallongement de la durée d'exposition, souvent de manière hors AMM, simplement pour attendre cette rupture. Et d'ailleurs, cette question-là moi, ça me donne envie de rajouter ça parce que souvent, on parle d'efficacité. Donc, quand on dit, là, on a tel pourcentage d'efficacité, c'est satisfaisant. On a 95% d'efficacité, c'est satisfaisant. En fait, pas forcément. Nous, on a pas mal de cas en tête où on a mesuré l'efficacité sur le terrain. Et en soi, donc, quand on a les chiffres de varroa en tête, on est là, oui, bonne efficacité. Sauf qu'en fait, en parallèle de ça, quand on observe les colonies, on s'aperçoit qu'elles se sont complètement effondrées, quoi. Ça, c'est arrivé dans l'étude qu'on a fait en 2020, notre expérimentation qui s'appelait Galitraz, où on a fait un test d'efficacité sur le terrain de l'apivart. Et c'est d'ailleurs dans cette étude-là où on a travaillé ensemble à Daura, à Pinov, pour essayer de voir s'il y avait une corrélation entre le manque d'efficacité sur le terrain et le niveau de sensibilité des varrois aux molécules au labo, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on a observé sur le terrain, c'est qu'il y avait certaines colonies dans lesquelles on avait des très bonnes efficacités parce qu'il y avait beaucoup de varrois qui étaient tombés. Sauf qu'en fait, comme les colonies, pendant trop longtemps, elles ont subi une infestation varroa
parce que, comme disait Benjamin, varroa continuait à se reproduire dans le couvain, et donc les colonies continuaient à subir l'infestation varroa pendant toute la période du traitement. Nous, on a des colonies qui se sont complètement effondrées, elles sont passées de 9 cadres à 3 cadres, et donc, oui, à la fin, il n'y a plus de varroa, mais parce qu'il n'y a plus il y a plus d'abeilles non plus, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles et plus de couvains. En fait, il faut bien intégrer le fait que quand vous avez une efficacité à 95 ou 97%, mais que c'est sur des lanières qui sont laissées 12 semaines, voire un petit peu plus, en réalité, c'est pas normal. Enfin, ils auraient dû mourir depuis bien longtemps, les varrois. Et on obtient juste la fin de l'effondrement de la population de varrois liée à la rupture de ponte naturelle. Et quand il n'y a pas cette rupture de ponte naturelle, d'ailleurs, l'efficacité est beaucoup plus faible. Donc, il y a un gros effet environnement. Et quand le médicament marche vraiment bien, il marche vraiment vite. Et en fait, en général, les charges totales de varrois sont plus faibles. Parce que mathématiquement, ils n'ont pas le temps de se reproduire, ils meurent tous. Et donc, on observe quelque chose de beaucoup plus réduit. Ok, merci pour ces précisions. Il y a pas mal de questions sur... Enfin, il y a 3 questions, je crois, de Denis, qui nous pose des questions sur... c'est pas trop lié aux résistances, mais avantages, inconvénients de dégoûtement et ou de la sublimation. Je crois qu'en fait, je t'ai posé la question tout à l'heure et puis on n'a pas trop répondu. Y a-t-il des risques plus importants pour la reine avec un dégoûtement, une sublimation? Marie, je te laisse répondre, j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc déjà, je repars un peu de la base, hein, le dégoûtement et la sublimation, c'est 2 façons d'appliquer l'acide oxalique dans la ruche. Le dégoûtement, c'est tout simplement l'acide oxalique, il est en solution, et on l'applique parce qu'on vient le faire couler entre les cadres, quoi, avec une seringue. Et par contre, la sublimation, c'est autre chose. Là, j'explique pour que tout le monde comprenne, hein. Et la sublimation, c'est tout simplement mettre l'acide oxalique brut là, dans un appareil qui va venir le chauffer. Et en fait, la sublimation, c'est le passage de l'état solide de l'acide oxalique à l'état gazeux, quoi, au brouillard d'acide oxalique. Il n'y a pas de... Si on les pratique dans les bonnes conditions, il n'y a pas de différence d'efficacité entre la sublimation et le dégoûtement. C'est-à-dire que si on les utilise bien hors couvain et que les colonies, par exemple, la sublimation, on sait qu'il vaut mieux que la ruche elle soit fermée pour que l'efficacité elle soit optimisée. Voilà, si toutes les bonnes conditions sont réunies, il n'y a pas de différence d'efficacité. Par contre, il y a une différence sur l'impact que ça a sur les abeilles. On sait que le dégoûtement est plus délétère pour les abeilles que la sublimation, qui ne l'est pas. On sait également que si on applique l'acide oxalique en présence de couvain ouvert, le dégoûtement va avoir un impact négatif sur la survie du couvain ouvert, alors que la sublimation n'a pas d'impact. Déjà. Et après, Loris, est-ce que tu peux me... Ça, c'était la première question, c'était sur les différences d'efficacité. Et après, tu m'as dit, est-ce que... Reine. Sur la reine. Et par contre, il n'y a pas d'étude qui a montré d'impact négatif ni de la sublimation, ni du dégoûtement sur les chances de survie de la reine, quoi. Et moi non plus, sur le terrain, d'ailleurs, j'ai jamais observé de casse de reine significative à cause d'application d'acide oxalique. Après, il y a une question, je réponds parce que je vois qu'il y a Pascal qui nous relance. Comparaison entre apibioxal et solution maison. En fait, ici, on ne conseille que l'apibioxal. Voilà. Et deuxième question, il y a aussi, est-ce que l'acide oxalique est rémanent dans les produits de la ruche? Donc, je te laisse. L'acide oxalique, est-ce que déjà, ça reste dans les produits Hmm. des études qui ont montré ça, comme on peut le voir sur les cires pour d'autres acaricides de synthèse. Ce qu'on sait déjà, c'est que l'acide oxalique, c'est pas liposoluble, hein, ça ne se fixe pas dans les cires. Par contre, il me semble, enfin, l'acide oxalique, des fois, on en retrouve d'ailleurs, on en retrouve naturellement dans le miel. Donc, c'est une molécule qui peut se retrouver dans le miel. Et donc, c'est pour ça qu'on ne traite pas, en dégoûtement ni en sublimation quand il y a les os sur les colonies. Parce que oui, il y a des risques de retrouver du coup des doses d'acide oxalique plus importantes que la normale dans le miel, quoi. Et par contre, moi, j'ai envie de dire un truc aussi par rapport au nombre de passages d'acide oxalique. Effectivement, l'apibioxal, c'est la préparation médicamenteuse qui est autorisée pour traiter varroa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais 100%
d'efficacité de l'application de l'acide oxalique, même si elle est appliquée dans de bonnes conditions. On ne touche quasiment jamais 100% des varrois parce que voilà, il y en a toujours quelques-uns qui échappent. Et donc, des fois, on va avoir 95, c'est variable, % d'efficacité. Et donc, c'est pour ça que souvent, les apiculteurs, apicultrices font 2 passages. Parce que si on n'a pas touché tous les varrois au premier, ben, en fait, avec le deuxième passage, on s'aperçoit qu'on a des meilleures efficacités. Et moi, je tiens à dire que cette année, on nous posait souvent la question de, est-ce que du coup, si on fait qu'un seul passage d'apibioxal, qui est d'ailleurs dosé à 62 grammes par litre de solution, est-ce qu'on fait si on fait un passage d'apibioxal à 62 ou 2 passages d'une préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique qui serait plus faiblement dosée, donc dosée par exemple à 40 grammes ou 45 grammes par litre, est-ce qu'il y a une différence d'efficacité? Nous, on a regardé ça sur le terrain, et oui, il y a une différence d'efficacité. Moi, je pense que ce n'est pas forcément dû à la concentration. Par contre, 2 passages, pour moi, 2 passages d'acide oxalique valent toujours mieux qu'un seul. Si on a beaucoup de varrois dans les colonies, même si on a 95% d'efficacité, on va quand même laisser un pourcentage de varrois résiduels qui est important. Et donc, c'est pour ça que souvent, un deuxième passage s'impose, même si, paradoxalement, il n'est pas autorisé. Voilà. Petite question pour Benjamin. Qu'en est-il de la lutte alternée en zone tropicale où 2, voire 3 périodes de mielée s'enchaînent tout au long de l'année? Est-ce qu'on considère l'alternance à l'échelle de la mielée ou de l'année? À l'échelle annuelle. Oui, Et en zone, l'année. bien sûr, en zone tropicale, là pour le coup, on y bosse pas mal aussi. Il faut alterner, sinon il y aura des résistances. Et en fait, ça dépend complètement des conditions. C'est peut-être Henri qui pose ça, non? Henri Beg? Je C'est sais ça, pas. il me Les questions semble, sont non? coupées. Parce que pour le coup, c'est à La Réunion, avec donc du coup 2 périodes de millet très éloignées, avec un trou au milieu, etc. Évidemment, il faut adapter au contexte. Ce qui est très curieux, c'est qu'en zone tropicale où on n'a pas de rupture de ponte, effectivement, il y a quand même des populations de varrois qui soient maintenues assez bien par les abeilles. Donc, il y a plein de travaux de recherche dessus pour essayer de comprendre comment le contexte environnemental de température, d'hygrométrie ou autre va peut-être finalement réduire le succès reproducteur des varrois, mais c'est encore pas très clair. Et donc, on ne sait pas trop. Mais il faut absolument faire la lutte alternée, sinon il y aura les mêmes problèmes qu'ailleurs. Très bien. Jean-Baptiste qui pose la question, si la fumétrine est proche du tofluvalinate, a-t-on une idée de combien d'années consécutives possibles d'utilisation avant l'apparition donc de résistance avec également la fumétrine? Non, il n'y a aucune information sur ce sujet-là. En fait, il y a très très peu d'études sur les périodes de réversion parce que ces études qui sont très longues, typiquement, il faudra attendre 5 ans pour partir d'une population très sensible, ne pas la traiter, être sûr que personne ne le fasse et faire des suivis au fur et à mesure de la sensibilité des varrois et pour voir comment ça revient. On est en train d'essayer de le faire, mais c'est long et donc coûteux et donc plutôt rare. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'informations là-dessus. Très bien. Qu'en pensez-vous, peut-être Marie, de la pulvérisation d'une préparation médicamenteuse d'acide oxalique, je ne sais pas, par exemple de l'Oxybi, si on le pulvérise? Eh ben, théoriquement, si on le pulvérise, alors toujours en l'absence de couvain, l'acide oxalique, efficace si absence de couvain. S'il est pulvérisé, théoriquement, on le répartit mieux sur les abeilles. Mais moi, je n'ai pas d'études en tête qui montrent que la pulvérisation est plus efficace que le dégoûtement. Mais voilà, rien qu'à l'observation, on peut se dire que ben oui, la pulvérisation, vu qu'on répartit bien mieux sur le cadre, ben, potentiellement, on répartit bien le produit et donc il est bien efficace. Après, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus chronophage, quoi. Et dans le cadre de l'apiculture professionnelle, s'il faut lever tous les cadres de couvain et pulvériser par face 5 millilitres de préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique, c'est plus long, plus fastidieux et c'est des périodes de l'année où on a quand même envie d'être efficace, quoi. Donc, pourquoi pas, s'il y a le temps de le faire, ça se fait bien, la pulvérisation. Ouais, toujours dans cette même lignée, là, décidément, il y a beaucoup de questions sur l'acide oxalique et sur les préparations médicamenteuses à base d'acide oxalique.
Question de Simon qui pose, a-t-on comparé un seul passage, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais un seul passage d'apibioxal glycériné notamment, et qui serait donc potentiellement plus rémanent, avec deux passages d'une solution dosée plus faiblement. Mais pourquoi Moi, glycériné? je réponds juste à la glycérine sans glycérine. Les Italiens, ils ont montré que ça n'avait pas de différence, hein, mais je te laisse répondre sur la De suite. mettre de la glycérine dans la solution de dégoûtement, quoi. Mais tu sais, la pibioxal, mince, la nouvelle recette, il y a de la glycérine dedans. Un petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais Est-ce que c'est mieux que deux passages? oui. Enfin, moi, je répondrais exactement la même chose que tout à l'heure. Les passages d'acide oxalique, enfin, un seul passage d'acide oxalique n'est pas efficace à 100%. Et selon l'infestation initiale, moi, je peux avoir envie de recommander de faire deux passages. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des vétérinaires les vétérinaires sont habilités à dire que deux passages, ça peut être indispensable, quoi. Donc, tout dépend de l'infestation, du niveau d'infestation initiale. Alors, d'accord, merci. Il y a eu plusieurs questions. Après, je ne sais pas, on va peut-être pas tarder à s'arrêter quand même, mais je crois qu'on a jusqu'à 11 heures. Mais il y a eu plusieurs questions autour de l'hyperthermie et voilà, de l'impact de. Donc, comment traiter avec l'hyperthermie et notamment, plusieurs qui nous ont dit, est-ce que le réchauffement climatique, finalement, avec des températures plus chaudes, aurait un impact? Alors, moi, j'ai répondu dans les questions en direct comme quoi la température du couvain, elle est maintenue à une température. En revanche, est-ce que quand même, de manière générale, une météo plus chaude comme en 2022, est-ce qu'elle est favorable pour réduire la pression de varroa ou pas? Je sais pas, Benjamin. Ah, pour réduire, c'est le contraire. On va essayer de publier là-dessus avec les modèles qui ont été faits avec l'IRBI, là. Je pense que vous l'avez tous compris, les printemps qui démarrent plus tôt, 2, 3 semaines, voire un mois, et des automnes qui finissent plus tard, c'est des périodes de couvain supplémentaires, et donc c'est des cycles reproductifs de varroa supplémentaires. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est exponentiel. Et donc à la fin, c'est des quantités de varroa à gérer qui sont beaucoup plus importantes. Et ce qui fonctionnait avant, un traitement par an avec une certaine efficacité, ne fonctionne plus aujourd'hui, simplement à cause du nombre de varroa qui est trop important au début de traitement, en partie. Donc le réchauffement climatique n'est pas favorable, enfin il est pas favorable pour le traitement du varroa vu qu'il risque d'augmenter en moyenne le nombre de varroa à traiter. Ok. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de ruptures de période de ponte. Ça a été l'Adaora d'ailleurs qui l'avait montré, je crois, il me semble. Oui, tout à fait. Est-ce que le varomède en traitement complémentaire, je crois que j'ai répondu par l'écrit, mais peut-être qu'on peut le répéter. Je voulais juste compléter, j'avais échangé avec les collègues allemands, parce que du coup c'est intéressant. Et en Allemagne ou en Suisse, je me suis posé la question s'ils n'avaient pas une problématique de résistance à l'acide formique, parce qu'ils étaient obligés d'augmenter la fréquence d'utilisation de l'acide formique, voire la concentration. Nous, on n'en avait jamais utilisé, donc on a pu faire des tests avec eux, et on n'observait pas de différence significative entre les deux. Donc, a priori, ce n'était pas un problème de résistance, hors sous réserve d'études complémentaires, et c'était juste une étude préliminaire. Mais peut-être que la réponse, elle venait simplement du changement climatique, et que c'était plus facile pour eux de gérer cette problématique varroa quand ils avaient des vrais hivers, et qu'aujourd'hui, qu'ils ont un mois et demi de saison supplémentaire, la quantité de varroa est plus importante, et ces médicaments, du coup, n'étaient pas suffisamment efficaces. Et du coup, la question qui suit, c'est le varomède en traitement complémentaire. Je pense que ça rejoint encore la question de bithérapie. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais on a quand même passé pas mal de temps c'était pas très clair pour lui la bithérapie, mais est-ce que Ouais, je vais revenir dessus. le varomède, du coup, en traitement complémentaire, c'est oui, peut-être, non? Le varomètre, c'est de l'acide oxalique, hein. Donc déjà, oui, hors couvain. Je pense notamment à celles et ceux qui font, par exemple, des lanières type Apivar ou Apistan l'été, Ouais, et qui en septembre vont faire 2, 3, 4 passages. C'est que D'accord. surtout chez les de amateurs. varomètre, ouais, tout à fait, ouais. Du coup, ça me permet de faire le lien avec la bithérapie. Effectivement, j'ai vu la question. La bithérapie, c'est utiliser deux principes actifs différents en successif. On ne mélange pas parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous autorisent à le faire et c'est peut-être dangereux. Et oui, ça marche. Je préférerais, et si vous avez des suspicions de résistance ou des résistances avérées, mais que vous ne pouvez pas engager vos rennes pour X raisons, dans ces cas-là, ça vaut le coup de faire le médicament conventionnel sur sa durée minimum d'utilisation, peut-être un 6, 8 semaines, et de compléter soit avec un thymol 4 semaines, soit avec un varomède en faisant effectivement 4 passages une fois par semaine. Et dans ces cas-là, pour l'avoir fait,
ça permet d'avoir une efficacité qui est moyenne sur l'ensemble des 2 médicaments, qui est plutôt correcte. Et donc de réduire la durée d'utilisation du principe actif conventionnel et donc le risque d'augmentation de résistance. Bon, eh ben, autant pour moi, j'ai répondu tout à l'heure que en présence de couvain, ça n'avait pas d'effet, mais après, c'est vrai que En ça fait fait, quand même beaucoup ça a de... toujours un petit effet, mais pas optimisé. En fait, moi je suis peut-être un peu trop cash en disant que j'aime pas trop le varomède parce que en fait, ça pousse à des passages répétés, quoi. Parce qu'on n'a pas des efficacités qui sont très bonnes, parce que c'est de l'acide oxalique. L'acide oxalique, c'est efficace quand il n'y a pas de couvain. Et du coup, pour arriver à des trucs pas trop mal, ben, il faut le passer très souvent. Et du coup, moi, ce principe m'agace un peu. En plus, il demande d'ouvrir beaucoup les ruches. Si on a beaucoup de ruches, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est chronophage dans le cadre de l'apiculture professionnelle. Donc moi, j'aime pas trop, mais c'est un peu mon avis perso. S'il y en a qui ont le temps et la façon de l'organiser, de s'organiser pour, tant mieux, hein. Ouais, il est homologué comme ça, hein. Tu Voilà, c'est passes et ça. tu comptes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de varroa, en théorie. Par contre, on peut Bah se poser oui, la question de quand ça fait 6 semaines ou toutes les semaines, ils prennent de l'acide oxalique, de l'effet sur les abeilles quand même, oui. parce que c'est pas anodin, mais sous réserve d'avoir le temps, c'est-à-dire une fois par semaine, effectivement, on peut pas l'enlever, quoi. Mm, mm. Oui, ça fait un lien tout trouvé avec la question qui suit, là. Je crois qu'elle est revenue 2 fois. Bon, on a parlé des doubles passages de PMAO l'été et probablement aussi des traitements hivernaux l'hiver. Là, on parle du varomètre qui en fait passer quand même. Bon, quid, est-ce que ça fait pas trop d'effet sur la colonie, sur les rennes? On a dit tout à l'heure que non, ça allait, mais à coup de 3, 4, 5 passages de dégoûtement ou sublimation été ou hiver, est-ce que ça n'a pas un effet quand même à la fin de tout ça? Bah si, forcément, hein, ça abîme. En fait, c'était de l'acide, hein. Donc l'acide, ça altère la cuticule des abeilles, donc forcément, ça les abîme, quoi. Et plus on répète ces passages-là, alors oui, en fait, en été, on dit que c'est pas trop grave parce que comme la population d'abeilles se renouvelle beaucoup en saison, et ben deux passages, c'est pas grave. Mais par contre, du coup, les reines, oui, on peut imaginer que ben, elles aussi, elles sont dans la colonie, elles prennent de l'acide sur la cuticule, ça doit les abîmer aussi. Donc moi, après, je sais pas si on a fait des études très poussées là-dessus pour voir à quel point ça les abîmait, patati patata. Moi, ça me botte pas. Et puis en plus, on sait, par contre, ça, on le sait que l'acide oxalique, ça abîme le couvain ouvert. Donc si on passe du varomède régulièrement dans ces ruches, on abîme aussi on altère la qualité et la survie du couvain, du jeune couvain. Très bien, merci. Juste une petite question qui revient 2 fois, c'est peut-être la même personne, mais que pensez-vous du retrait de couvain systématique en tout début de saison ou en tout cas au printemps, c'est-à-dire mettre la ruche à blanc de couvain, quoi, et pouvoir faire passer à une PMAO, notamment sur des colonies qui auraient été en production N-1. Je ne Mm. sais pas si vous... Ben, si il faut, en fait, voilà, s'il faut sauver une ruche parce qu'elle est trop infestée, moi je me pose pas la question parce que dans tous les cas, Varroa va finir par s'en charger. Et puis en plus, après, il va se répandre au reste du rucher. Donc, oui, s'il y a un gros pépin Varroa sur un rucher ou sur quelques colonies, qu'on se dit oulala, punaise, ça va pas passer et qu'on a le temps de faire du retrait de couvain, de mettre sa colonie à blanc et de traiter pour que ce soit propre en Varroa, quoi. Oui, bah oui. Après, je sais pas, moi, au printemps, dans un contexte de production, j'ai pas trop tendance à penser que c'est le moment de l'année où on a vraiment envie de mettre sa colonie à blanc de couvain parce qu'on a besoin que ça démarre, quoi. Alors après, ça dépend à quel moment du printemps. Si on trouve que sa colonie, elle démarre trop vite, bon, ben... Mais ça, c'est vraiment du jugé d'apiculteur, apicultrice, hein. Enfin, Si tu en es là, c'est que c'est trop tard. C'est que le boulot n'a ouais. pas été fait à l'automne. C'est pour ça que Marie, elle a insisté fortement. Le 2%, qui était d'ailleurs une question fort éthique après traitement, en fait, il faut tendre vers zéro. Il faut qu'à la fin de l'année, il n'y ait plus de varroa. Il faut arrêter de discuter. Et c'est en dépistage en tout début de saison. Si malheureusement une colonie est passée à côté et qu'elle est déjà chargée en varroa en début de saison, elle est morte en fait, hein, c'est fini, hein. Donc la seule solution, c'est effectivement, alors souvent ce qui se fait, c'est plutôt de la couper en 3-4, tu fais plein d'essaims, puis tu traites les essaims à l'acide oxalique, ça t'a rapporté des sous parce que ça t'a fait des essaims, mais de la mettre dans un circuit de production, bah, tu es certain d'avoir en milieu de saison une colonie qui sera tellement remplie de varroa qu'elle va pourrir le reste du cheptel et mettre en péril le rucher. Donc il n'y a pas d'autre solution, mais ça doit être rare comme événement, en théorie. Ouais.
Merci. Bon, il y a encore des questions. Est-ce qu'on peut mettre des acides oxaliques avant de mettre des lanières? Au moment où on met les lanières, on fait un acide oxalique en même Eh ben, temps? ça dépend du mode d'acide oxalique. Si c'est faire un traitement par dégouttement alors que c'est rempli de couvain en plein été, ça n'a aucun intérêt. Parce que les varroas sont cachés dans le couvain. Et donc, je crois que c'est même les ADA qui l'avaient montré. Statistiquement, à la fin de l'année, tu as autant de varrois parce que Oui. ça sert à rien. C'est la DAPI qui a fait un travail là-dessus qui est C'est ça. super et qui montre qu'en fait, on Et revient à c'est l'infestation des autres ruches qui n'ont pas eu ça en saison. Alors, je sais, voilà, je sais pas qui c'est qui a posé la question, mais tout à l'heure, ça remonte un petit peu. Il y a quelqu'un qui a marqué, en France, en général, le traitement principal de lutte contre le varroa est appliqué à la période estivale, du coup, à la récolte d'été, et complété par un traitement hivernal. Ça ne veut pas dire que ce soit partout pareil, mais grosso modo, c'est un peu ça. En Suisse, et je pense que je complète la phrase, et aussi dans certaines régions italiennes, ce traitement principal est appliqué en hiver ou peut-être à l'automne à base d'un traitement d'acide oxalique. Et du coup, les traitements d'été sont plus des traitements d'attente. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. que les conditions environnementales sont complètement différentes et que c'est pas comparable. C'est pour ça que pour beaucoup d'apiculteurs, j'en sais rien, qui sont dans l'Est ou en montagne ou qui sont en plaine, on ne peut pas comparer nos méthodes de gestion d'exploitation et de gestion du varroa parce que les conditions environnementales sont différentes. Il y a des ruptures de ponte, il y a des périodes de disette. Enfin, le sud de la France, post-lavande, c'est juste génial, quoi. Tu n'as plus de couvain. Donc, du coup, on peut traiter les varrois et c'est plus simple que pour ceux qui n'ont pas de rupture de ponte en plein été. Quand on descend dans le sud, le plus dur, c'est l'été, hein, c'est pas l'hiver. Donc, c'est logique qu'ils aient des gestions du varroa qui sont presque opposées. Ça recoupe d'ailleurs un petit peu la question sur l'apiculture tropicale. Oui, oui, je pense que je me permets de compléter là. Je suis que Vas-y, sur les vas-y. questions, mais j'avais en tête, on a une intervention de l'UNAPI là, avec Giovanni Guido qui nous présentait notamment la stratégie de l'attente, c'est-à-dire mettre un traitement qui implique pas une rupture de ponte ou un traitement dit léger, hein, comme Un un thymol, par exemple. acide formique ou un thymol. Ouais. Et comme eux, et c'est là où je te rejoins, ont des contextes où il n'y a plus du tout de rupture de ponte en hiver ou très difficile, ils vont encager à l'automne et faire un traitement très propre, on va dire, et nickel, sur des périodes parfois très longues. Hein, ils laissent encager les rennes longtemps. En fait, c'est comme dit quand même Benjamin, ça dépend un peu du contexte. Et globalement, les deux stratégies se valent. Hein, le, entre guillemets, traitement d'attente l'été, gros traitement, un beau découtement pour tomber à zéro l'hiver, ou un peu inversement, ça fonctionne en tout cas. Et encore une fois, là, ça dépend énormément des cas, parce que ce qu'il faut quand même vraiment garder à l'esprit aussi, c'est que c'est à l'automne, enfin c'est en fin d'été là, que se constituent les abeilles d'hiver. Donc oui, faire un traitement qui permet d'attendre, oui, mais un traitement qui permet quand même de faire baisser suffisamment la pression pour pas que les colonies soient trop infestées en varroa à cette période-là, parce que en fait, ce qu'il faut vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que le varroa se nourrit du corps gras de l'abeille. Sauf que c'est dans le corps gras qu'est synthétisée la vitellogénine, qui est l'enzyme, la protéine là, qui permet à l'abeille d'avoir une longévité, un potentiel de longévité important en hiver pour tenir jusqu'à la nouvelle génération d'abeilles au printemps. Donc si la colonie est trop infestée au moment où les abeilles d'hiver se À constituent, l'automne. voilà, à l'automne, eh ben, les abeilles d'hiver auront un potentiel de longévité qui sera moins important. Donc quand même garder à l'esprit qu'il faut quand même bien traiter les varrois. Il ne suffit pas de mettre deux petits coups de varomède alors qu'on on a une infestation varroa qui est importante, parce que derrière, peut-être les colonies elles iront bien, mais peut-être elles tiendront aussi pas du tout au printemps, jusqu'au printemps, et on peut se retrouver avec des caisses vides quand on fait la visite de printemps, quoi. Donc, C'est il faut exactement ce rester que tu as décrit tout à l'heure. Tu vas avoir une efficacité finale du médicament qui est correcte, mais avec un nombre de varrois très élevé, ce qui signifie que les abeilles de préparation, les abeilles d'hiver, ont été beaucoup trop infestées. Et ouais, au-delà des virus, on a des durées de vie plus courtes et des colonies qui s'effondrent en fin d'hiver, en ce moment, là, typiquement, hein, où il reste des toutes petites populations, voire plus grand-chose. Et c'est pour ça qu'il faut que les médicaments, quand ils marchent moins bien, la quantité de varrois doit être très faible au début pour que ces abeilles d'hiver soient pas trop infestées. Et on en revient, il faut avoir une efficacité maximale à l'hiver. Vous ne pouvez pas partir au printemps avec des charges de varroa trop élevées, c'est pas possible. Ok. À la vue de ce qui se dit, quel traitement est utilisable de manière flash au printemps pour s'assurer d'être à zéro de population varroa? mais après, on vient de dire quand même qu'au printemps, c'est pas le moment de réfléchir à ça, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard, quoi. Après, si vraiment il faut le faire,
ben voilà ce que disait Benjamin, faire des essaims et à la rupture de ponte, parce que le temps que la nouvelle reine, elle se fasse féconder, qu'elle Il y se a une mette à période, fleur, ouais. etc., on a une rupture de ponte, on fait un traitement. Mais c'est pas le moment de l'année d'envisager des traitements varrois ou de mettre son énergie là-dessus, hein, il faut l'avoir fait en amont. C'est du sauvetage, si vraiment on est obligé de le faire au printemps, ben oui, on le fait si on a le temps. On espère que ça va marcher bien, mais c'est pas le moment. Il y a des commentaires sur le varromen, là, hein, des personnes qui nous demandaient est-ce que, voilà, c'est plus un commentaire, le varromen ne se comporte pas comme un acide oxalique classique, il y a des synergies, et certains, ils passent jusqu'à 7 fois sans problème. Et tout à l'heure, il y avait une autre question beaucoup plus loin, hein, ça remonte à un petit moment, une personne qui disait, mais est-ce que justement, ce mélange dans ce produit qui est le Varromed, ça va pas accentuer les phénomènes de résistance avec des dosages très faibles, hein, finalement, il y a un petit peu d'acide formique, un petit peu d'acide oxalique, un petit peu de machin, et finalement, et on le douche tout le temps, et du coup, enfin, je sais pas, il y avait des doutes autour de l'utilisation de ce produit. À la fois, c'est un peu bizarre ma question, mais à la fois des gens qui disent qu'il n'y a pas trop de problème. Donc, je sais pas si vous avez envie de compléter sur le Varromed. Ben, après, c'est 5% d'acide formique, hein, dans le Varromed, hein, c'est pas beaucoup, hein. Pour moi, c'est de l'acide oxalique surtout, oui, il y a un peu d'acide formique qui permet, je crois, la stabilisation de l'acide oxalique dans la solution. Ou alors je me plante, mais Ouais, et puis l'acide oxalique se dégrade aussi en acide formique, de toute façon. Mais en fait, on va surtout préconiser de suivre l'RCP, hein. Je pense que oui. c'est quand même le mieux. Parce qu'en fait, pour homologuer un médicament, ils ont évalué l'impact sur la santé des abeilles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des modes d'emploi et qu'il faut bien suivre. Et quand on n'est pas dedans, on prend des risques d'affaiblir les abeilles. Ça a été dit tout à l'heure, tous les médicaments ont des effets aussi sur leur route. C'est pas anodin pour les abeilles. C'est peut-être c'est peut-être mieux de traiter que de toute façon laisser les varrois, sinon on connaît la conséquence. Mais il faut être vigilant et les utiliser dans la limite de leur utilisation respective, que ce soit en durée d'utilisation ou en fréquence de passage. Ça a été remis d'ailleurs, effectivement. Merci. Une petite question, et l'heure tourne, il nous reste 10 minutes, mais bon, j'ai l'impression que ça soulève plein de questions, ces thématiques, mais qui sont plus trop liées aux résistances, mais c'est intéressant quand même. Euh, L'affirmation classique de dire il y a des colonies qui élèvent du varroa, donc qui en ont beaucoup, là il donne un exemple, il en a, je sais pas, 10 000, ça ferait quand même beaucoup après la récolte d'été, mais bref. Correspond-elle à une réalité de terrain confirmée? Et si oui, est-ce que ce serait des colonies qu'il faudrait éliminer dans des plans de sélection ou des choses comme ça? Enfin, pas forcément dans des plans, mais en disant ben, on les sort parce que. Je peux même répondre, là, ça recoupe la sélection, ça c'est un peu mon dada. Euh, les chiffres qu'on donne avec plusieurs milliers ou 10 000 varrois sont des chiffres réels. Qu'on a pu voir avec Marie ou d'autres ZADA, et chez nous aussi, il y a effectivement des colonies où tu te demandes si les gens viennent pas mettre des varrois la nuit dedans, parce que tous les jours, tu en as de plus en plus. Et on voit cette exponentielle. En fait, le médicament n'a pas d'efficacité, et sous réserve que la colonie soit suffisamment forte au début, on a effectivement des colonies entre 8 et 10 000 varrois, vraiment, enfin, mesurées pour de vrai. L'année dernière, je crois qu'on a compté quasiment, je sais plus, c'était plusieurs dizaines de milliers de varrois en tout sur la saison, enfin bref. Donc les modèles que l'on a reflètent la réalité. Et à la question de la sélection, bah oui, dans un rucher, s'il y a des colonies qui ont 1000 varrois et d'autres qui en ont 10 000, celles qui en a 10 000 de toute façon seraient mortes. Il est nécessaire et indispensable que les colonies ne se reproduisent pas. Il faut changer les rênes globalement. Si vous arrivez à la faire survivre, c'est pas pour qu'on puisse un jour avoir des abeilles qui soient moins sensibles ou voire plus naturellement résistantes aux varrois. Il faut naturellement les traiter pour vous parce que vous n'avez pas le choix, sinon vous les perdez. Mais en même temps, les suivre vous permettra d'éliminer les colonies qui ne sont pas naturellement, qui sont trop sensibles, on va dire, et qui ont des charges de varrois beaucoup trop élevées. Et ça permettra à moyen terme, j'espère, de réduire un petit peu ça. Il y a un gros débat là-dessus, hein, sur et si on fait rien du tout, finalement, est-ce qu'on va pas s'en sortir parce que les abeilles vont trouver une solution toutes seules? Bah oui, c'est vrai, mais il restera peut-être pas plus beaucoup d'abeilles. Et qu'en tant qu'apiculteur professionnel, on est quand même là pour faire du miel, donc on a besoin des colonies qui sont en bonne santé. Mais ça n'empêche pas de traiter, et si on traite et qu'on suit l'efficacité des médicaments, de repérer les colonies qui ont le moins de varrois, et donc de travailler sur celles-ci et d'éliminer les autres, en tout cas d'éliminer les reines, pour enlever dans la population de nos abeilles les colonies qui seraient trop sensibles et qui seraient mortes naturellement. J'espère que j'ai été clair. Ok. Petite question. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra en parler, mais malgré les traitements efficaces sur une colonie, quid de la réinfestation qui nous remet une charge de varroa importante? Bah, la réinfestation, c'est réel, hein, oui.
Et ça peut pas trop... Enfin, c'est difficile à anticiper, quoi. C'est-à-dire que il y a des ruchers. Alors là, pareil, hein, moi je trouve que j'ai vu des phénomènes de réinfestation, des fois logiques et des fois pas logiques du tout, hein. Moi, il y a des fois où j'ai rien compris, hein. Je me demande si des fois aussi il n'y a pas des ruchers à proximité de d'autres ruchers qui s'effondrent de varroa et en fait qui se font piller. Et, du, et donc les abeilles reviennent à leur ruche avec tous les varrois de la colonie qui s'est effondrée de l'autre rucher. Parce que moi, des fois, j'ai vu des réinfestations folles dingues, où le rucher avait été traité correctement dans des bonnes conditions. Il y avait des suivis d'infestations phorétiques qui avaient été faits où on s'était assuré de la bonne efficacité des traitements. Et puis quelques mois plus tard, juste avant l'hiver, des niveaux de varroa insoupçonnés, quoi. Donc, pour moi, ça peut exister et être assez troublant dans des cas où, à mon avis, il y a du pillage sur des ruchers voisins qui se sont effondrés à cause de varroa. Est-ce que Benjamin, tu veux compléter avec ton Ah, expérience? je suis 100% d'accord. Il y a je ne sais pas combien d'articles qui montrent les effets de pillage, en fait. Enfin, les colonies faibles en varroa s'effondrent et se font piller par les autres à côté. Et bah, c'est catastrophique parce que si tu as bien fait ton boulot, il est mis à néant et tu te trouves avec des colonies qui, en moyenne, ont des charges de varroa très élevées. Mm. Et c'est pour ça que je reviens à au printemps. C'est inenvisageable d'avoir des colonies qui sont déjà trop chargées parce qu'en cours de saison, elles vont devenir euh, avoir une charge de varroa trop importante, s'effondrer en cours de saison. Et typiquement, c'est celles qui meurent à l'automne de varroise et qui vont disperser les varrois dans l'ensemble du cheptel. Et c'est catastrophique. Merci. Euh, il y avait une question sur la méthode voilà, oui, des personnes qui voulaient un peu de redéveloppement sur la méthode un peu de l'engagement automnal. Et puis, en lien tout de suite avec ça, est-ce qu'on a des chiffres sur ces... C'est une vieille question qui remonte à un petit moment. Est-ce qu'on a des chiffres? Je vais vous retrouver la question. Avez-vous des chiffres de pourcentage de remérage post-engagement sur les types de cages et sur... alors, je ne sais pas si c'est en été ou à l'automne, mais voilà. Est-ce que, en deux mots, comment on fait pour encager à l'automne? Et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de casse de reine, Marie, j'imagine? Mm. Alors, engager à l'automne. Engager à l'automne, ça peut avoir, je pense que souvent, il y a deux objectifs différents. Soit on s'aperçoit que son traitement, il n'a pas été efficace, et du coup, on se dit, il faut que je retraite, je veux traiter avec de l'acide oxalique, il faut que je sois recouvert, donc je vais mettre en place un engagement des rennes. Donc ça se fait, dans ce cas-là, on le fait aussi vite que possible. Donc ça peut être en septembre, en août, parce que voilà, on est là, bon, en fait, il faut le faire vite. Ça, j'en ai déjà parlé. Et après, l'encagement automnal, il peut aussi se pratiquer quand on se situe dans des zones où on n'est pas sûr d'avoir un arrêt de ponte bien franc en hiver pour pouvoir efficacement les traitements hivernaux. Et donc, dans ces cas-là, il y a des API qui décident de faire des engagements automnales pour pouvoir traiter bien hors couvain les ruches à l'hiver. Nous, c'est quelque chose qu'on a bien suivi dans les ruchers de l'ADA, dans les ruchers d'Expé, etc. En Drôme, on fait les engagements autour du 20 octobre, ce qui nous permet de traiter à la mi-novembre, parce qu'en fait, en novembre, on a encore des belles fenêtres pour décager les rennes, pour intervenir sur les ruches, et ça se fait facilement. Après, ça, ce n'est pas faisable partout, puisque dans certaines zones, ben, en fait, les conditions météo, elles permettent plus à l'automne d'ouvrir facilement les colonies pour décager. Donc à ce moment-là, on peut utiliser la cage MENA, hein, parce que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo, il suffit juste de faire sauter la barrette verte du dessus, la reine, elle va se décager toute seule. En fait, la pratique de l'encagement en automne, elle dépend extrêmement de l'objectif, de où on se situe et des conditions du milieu, quoi. Mais par exemple, quand j'étais à Clermont-Ferrand, les engagements automnales, on les avait fait un peu plus tôt, on les avait fait autour du 10 octobre, parce qu'on voulait pouvoir le faire début novembre. Mais voilà, ça dépend vraiment de l'endroit où on se situe. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a testé l'engagement hivernal pendant plus de 21 jours. Par exemple,
Imaginons, on encage une colonie et on se dit, mince, là, il faudrait que je décage, mais vraiment, c'est pas possible. Là, il fait un froid de canard, il pleut, je peux pas ouvrir les ruches, c'est pas le moment. On peut aussi laisser la reine plus longtemps dans la cage, puisque la période hivernale, c'est une période pendant laquelle, normalement, la reine s'arrête de pondre. Donc, c'est quelque chose, donc les encagements longs sont beaucoup plus facilement acceptés par la colonie en hiver qu'en période estivale. Donc, nous, on a testé des encagements jusqu'à 70 jours d'engagement et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu plus de cases de reine que quand on faisait 30 ou 21 jours d'engagement. Et ça permet du coup de laisser sa reine engagée pendant la période hivernale et de faire des traitements en sublimation sans avoir besoin d'ouvrir la ruche et en étant sûr qu'elle est hors couvain, quoi. Voilà. Je te complète quand même. N'y allez pas tous tête baissée, il faut que la colonie elle soit assez populeuse quand même. Hein. Sur des petites colonies, sûr. Ça peut entraîner des casses. Ouais. De manière générale, on n'engage pas une colonie qui est faible, hein, parce que c'est la condamner. C'est une mauvaise idée. Je vois que l'heure tourne, il y a des questions un peu tous azimuts, mais bon, je pense qu'on commence à avoir pas mal balayé les sujets d'acide oxalique. Et puis là, on commence à rentrer dans des traitements hivernaux. On est très, très, très loin des problématiques de résistance. Je pense que c'était quand même très intéressant. On arrive sur les coups de 10 heures. Peut-être on peut dire que s'il y a vraiment besoin de se plonger plus profondément dans les questions des résistances et tout, il y a la synthèse, le livret scientifique là, qui a été fait en grande partie par le travail de Gabriel et un petit peu de moi aussi, qui va être publié sur le site internet d'Interrapie qui sera consultable facilement. Donc voilà, là, ce sera vraiment bien complet, quoi. Absolument. Et si vraiment vous avez des questions hyper pointues, je pense que je dois pouvoir vous m'envoyer un mail, diffuser son manuscrit de thèse, et là, vous aurez beaucoup de détails. D'accord. Et j'en profite aussi pour dire que c'est pas la peine de m'envoyer des mails à moi parce que je m'en vais de la Daora, je pars vers de nouveaux horizons. Mais du coup, si jamais vous avez des questions hyper techniques et que Benjamin est surbooké et ne peut pas répondre à tout le monde, vous avez vos ADA régionales, vous avez les GDS, voilà, qui pourront aussi répondre à vos questions. Et puis, je peux en prendre quelques-unes pour la Oui, il y a Loris qui est là, qui me remplace. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a un questionnaire de satisfaction. Je pense qu'Hello n'est pas loin. Est-ce que je vais le mettre dans le fil de discussion. Ne partez pas tout de suite. Franchement, si vous pouvez y répondre, c'est trop chouette parce que ça nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour les prochaines visios. Voilà, normalement, je l'ai envoyé à tout le monde dans la discussion de webinaire, là, dans la petite bulle discussion. Voilà, donc on clique tout de suite dessus. Voilà. Génial. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Voilà, merci Benjamin. Et puis bonne journée, bonne continuation et bonne saison qui démarre. Voilà. Bonne saison à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.